Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast, d'où on va parler de d'émissions, de quête de sens. Et on est deux dans cette situation, donc je suis ravi d'accueillir mon ami Luc. Merci. Luc Apéro, mais je l'appelle Luc. Donc je te laisse te présenter rapidement sur ce que tu faisais avant, ce que tu fais maintenant, et on détaillera un peu plus tout ça après. Ok, merci. Rapidement, donc moi je faisais Un peu plus proche. Je faisais des études d'ingénieur, comme toi. Et ensuite j'ai travaillé dans le bâtiment pendant plusieurs années. Et là ça fait un an que j'ai repris les études là. Ok. Donc moi aussi, donc je m'appelle Théo, j'ai 27 ans. J'ai fait pareil les études d'ingé comme Lucas, on a fait 5 ans d'école d'ingénieur. J'ai travaillé pendant 2 ans dans une boîte de bâtiment et aujourd'hui je suis reconverti dans la vidéo et la photo. Et c'est pour ça que je fais des podcasts, j'ai envie d'essayer. Et Luc était l'un des premiers à vouloir faire ça, donc je suis très content de faire ça avec lui. Moi aussi. Donc en fait pour ce podcast ce qu'on va faire c'est qu'on va parler un peu de tout le avant cette décision de démissionner, donc que tout ce processus on va revenir un peu loin mais on va le balayer assez vite au final sur le lycée, les études, tout ça. Ensuite on développera un peu plus qu'est-ce qui nous a fait démissionner, l'élément déclencheur, s'il y a eu des événements, tout ça. Et ensuite, on finira par l'après. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, comment on le vit, est-ce qu'on avait pris les bonnes décisions, et puis voilà. Donc Lucas, on va commencer par revenir, on va dire, peut-être une quinzaine d'années en arrière, au moins. J'aimerais avoir ton opinion sur comment toi, tu as pris tes décisions, que ce soit au collège, peut-être plus au niveau du lycée. Ouais. Pour savoir ce que tu allais faire au niveau de tes études, donc les premières décisions, on va dire plus, ça va être au niveau du lycée. Ouais. Est-ce que tu as fait un bac général parce qu'on t'a demandé de le faire ou c'est parce que toi tu voulais ou pas du tout voilà. On va commencer par ça. Moi globalement j'étais pas hyper doué mais je me débrouillais assez bien en maths. Du coup j'ai un peu suivi la voie maths, S, voie assez classique parce que j'étais dans un milieu assez aisé, du coup c'est un peu ce qu'il fallait faire. Donc je me suis pas vraiment posé de questions à ce moment-là, j'ai plutôt suivi là où j'avais des facilités sans me demander ce que j'aimais faire en tout cas. Ouais, t'es parti dans la voie classique, un bac général, c'est ça. Les sciences parce que fallait là où mieux t'étais faire bon. Ouais, et parce qu'il fallait mieux faire S, toujours parce qu'il fallait mieux faire et pas parce que je devais. Tu t'es dit que c'était là où il y avait il y avait le plus de possibilités en débouché quoi. Ouais, enfin, je suis même... Oui, si, c'est ça, ouais. Ok. Et toi, pareil ? Ouais, moi, c'était vraiment ça. Mais mon frère aussi, parce que j'ai un grand frère qui a fait... Et aussi, j'ai un cousin qui a fait S. Et en fait, oui, c'est ça. Mon frère était parti en S. Mes parents, ils m'encourageaient un peu à faire S aussi. Ouais. Moi, je savais pas trop ce que je voulais faire. Honnêtement, c'était une époque où vraiment je suivais un peu ce que mes parents voulaient, je pense, et aussi où mes potes allaient aussi. Ouais. Parce qu'au final, le collège, on est tous ensemble. Et en fait, quand tu as la majorité de tes amis qui partent en S, qui font un bac général et on va omettre la seconde, mais qui partent directement en S, au final, tu suis tes potes parce que tu as envie d'être dans la même classe et tu sais pas forcément ce que tu vas faire par la suite, quoi. Ouais. Et donc il y a un peu cette notion, je trouve, de suivi, en fait. Après, peut-être qu'il y en a qui savent exactement ce qu'ils veulent faire et qui partent en littéraire, en scientifique ou en ES. Mais moi, j'ai vraiment eu cette sensation jusqu'au bac de prendre des décisions sans vouloir les prendre, en fait. Ouais. Que c'était à chaque fois les amis et la famille et un peu mon cercle social, je pense. Mais à aucun moment je me suis dit je veux faire ça, c'est sûr. Ouais. Donc est-ce que toi tu savais à peu près ou pareil t'étais un peu Moi je savais pas du tout en fait, je pense que je m'étais jamais, jusqu'à il y a quelques années, je m'étais jamais vraiment interrogé sur ce que j'aimais. Et du coup en fait je faisais toujours mes choix par rapport à ce qu'il fallait que je fasse, comme s'il y avait un absolu et qu'il fallait que j'atteigne un peu une excellence académique, de vouloir aller dans les bons lycées, dans les bonnes filières. Sans jamais se poser la question de ce que je voulais vraiment faire en fait. Est-ce qu'il y avait une recherche un peu de prestige dans le sens je prends la meilleure classe de S, j'essaie d'avoir les meilleures notes, dans les trucs un peu, pas forcément les plus prestigieux mais les plus durs, qui te donnent un sens de prestige quoi. Si, je pense que c'était ça et puis après, c'était une voie toute tracée de prestige qu'il fallait suivre et comme si on n'arrivait pas à exister si on ne suivait pas ça. Ouais.
Je pense que j'ai un peu suivi ça bêtement. Ok, et tu penses que c'est plus un manque de maturité ou c'est vraiment que pour toi, il fallait suivre les conseils de papa-maman, quoi? Parce que moi, personnellement, à cette époque-là, comme je disais, j'avais vraiment aucune idée, enfin jusque très tard d'ailleurs, de ce que je voulais faire dans la vie. Donc je sais pas si c'est un manque de maturité, parce que ça peut pas savoir ce qu'on veut faire dans la vie, c'est pas un signe de maturité pour moi, je pense. Mais comme je savais pas, je me laissais porter et ça m'allait très bien. Je voyais les choses au compte-gouttes, année après année. Moi, mon objectif, c'était juste de passer à l'année supérieure et décoller comme ça. Et est-ce que même si tu savais pas ce que tu voulais faire, il y a des choses que tu aimais, mais que tu choisissais pas pour autant? Est-ce que dans les matières que tu étudiais, tu avais des choses que tu préférais? Alors, j'ai pas de souvenir de matières que j'aimais plus que les autres. Ouais. Je sais que j'avais pas mal de difficultés en français. Donc tu vois, tout ce qui était commentaires, disserte et tout, je sais que j'étais pas bon et ça me plaisait pas trop. Je pense que j'aimais plus quand même tout ce qui est sciences. Okay. Pas trop les maths, mais physique, SVT, des trucs un peu plus presque concrets, mais tu vois, où ça raconte un peu l'histoire de la vie, je sais pas. Alors que tout ce qui était plus littéraire, même l'histoire géo, j'ai pas été hyper fasciné par ça, alors qu'aujourd'hui je me dis putain, mais pourquoi t'as pas pu s'écouter en cours, c'est trop intéressant. Mais à ce moment là ça m'intéressait pas. Et du coup forcément ça a reflété un peu sur mes notes. Je pense que dans l'ensemble j'ai toujours été un élève moyen. J'ai jamais eu de rattrapage jusqu'au bac du moins, et j'ai jamais été dans les top de ma classe, quoi. J'étais je sais pas si toi t'étais plus dans le haut du panier, dans le... Je pense que j'étais dans le haut du panier au collège, et puis ensuite je suis allé dans un bon lycée dans Paris. Et là je suis descendu dans le milieu du panier. Tu penses tu t'es resté sur tes acquis et tu t'es dit ouais je suis fort, et au final ça t'a un peu rattrapé, non? Non, je pense que c'est juste qu'au lycée en fait j'étais pas du tout intéressé par les cours en fait. Je pense que j'étais plus intéressé par voir mes potes, essayer de... Tu développais plus ta vie sociale que... faire des conneries ou je sais rien, d'autres choses, mais en tout cas c'est vrai que j'avais du mal à me concentrer sur les cours. Ok, et si on revient un peu sur le choix des spécialités, on va dire que la première petite décision c'est de passer en S, mais ça c'est pas vraiment... ça s'est fait un peu naturellement. Moi, je trouve que la première grosse décision, elle arrive quand on doit faire toutes les admissions post-bac. Clairement. C'est là où on doit faire notre liste. De là, on veut après le bac. Et c'est là où on n'a plus trop le choix de se laisser porter. Je trouve que c'est la première fois où j'ai ressenti cette petite pression qui te dit là, faut que tu fasses un choix. Bon, mes parents, forcément, ils essayent de te guider vers des trucs un peu plus safe. Ce que je peux comprendre, tu vois, ils cherchent la sécurité pour leurs enfants. Mais à ce moment-là, moi, je faisais des portes ouvertes, des salons, j'allais dans des écoles. T'en as fait beaucoup? J'ai fait quelques salons, j'ai été dans quelques écoles, principalement des écoles d'ingé du coup, parce que c'était là où ça me poussait le plus. Mais par exemple, j'ai été alors c'était pas dans une école, mais j'avais été à un salon où il y avait des stands d'écoles de design. J'étais en mode, mais putain, ça serait trop stylé de dessiner des voitures ou dessiner des objets et tout. Et en fait, il y a un peu ce côté financier qui te freine, où c'est que des écoles privées hyper chères. Après, il y a toujours la possibilité de faire des emprunts, mais moi, j'étais pas dans cette optique, et je pense mes parents avaient pas. Tes parents, ils savaient pas quoi. J'avais pas les parents qui t'ont mis des sous de côté juste pour tes études. Même si au final, je pense que ça aurait pu se faire avec des emprunts ou quoi que ce soit. Mais j'ai essayé de chercher. Je pense que je me suis pas donné assez dans ce moment-là pour chercher vraiment ce que je voulais faire. Aller poser des questions à des professionnels, tout ça. Pareil. J'étais vraiment en mode il y a le salon d'étudiants, je vais aller voir. Au final, tu sais pas trop, tu discutes, tu récupères des tracts, mais au final, moi, ça m'a pas beaucoup plus aidé. Enfin, je sais pas si toi, t'avais fait des recherches là-dessus. Moi, j'avais fait des recherches, mais justement, en t'écoutant parler, je me suis dit que ce que je trouvais un peu dommage, c'est que à chaque fois, je me suis dit que, à chaque fois que je faisais un choix, imaginons faire sciences, faire S, etc., je me disais que ça ouvrait des portes, mais que je pouvais très bien refaire autre chose après. En fait, la S t'assurait d'aller dans le plus de portes possible, quoi. Sauf qu'en arrivant en fin de S, je me suis fermé à toutes les autres portes, en fait. Au final, je me suis fermé à toutes les portes qui n'étaient pas des sciences. Les lettres, droit, je pense que le droit, ça aurait pu m'intéresser, tout ça. Et comme j'avais fait S, je m'étais dit que je devais forcément continuer dans les sciences, alors que... Et à ce moment-là, est-ce que tu avais quand même un attrait pour tout ce qui est littéraire, l'économie ou... Non, tu vois, c'est vrai que l'économie, j'avais pas d'attrait.
Après, il me semble qu'en S, tu peux quand même aller en école de commerce. Ouais. Tu peux quand même faire des facs de droit, tout ça. Ouais. Donc, mais c'est plus ce qui est littéraire, où là, je pense que c'est un peu plus compliqué d'aller chercher ce genre d'études. Et c'est même encore plus que la difficulté, je pense que c'est aussi l'état d'esprit. C'est que je m'étais tellement identifié au fait que je fasse des maths et des sciences que je me disais pourquoi j'irais faire du droit maintenant. En fait, tu avais déjà une sorte d'identité qui s'était créée en toi, malgré toi au final. Alors qu'on en reviendra après, on en parlera, mais je pense que ce qui serait génial, c'est d'essayer, en fait, tout simplement. Je pense que 18 ans, c'est pas la fin du monde, et qu'on peut très bien essayer un an quelque chose, et ensuite essayer autre chose. Et s'il y a une question qui me vient, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le système de scolarité français, est-ce qu'il nous permet de voir ces choses-là? Parce que moi, j'ai eu l'impression qu'on n'était pas été beaucoup plus que ça. On avait conseillé d'orientation, mais honnêtement, pour moi, ça servait absolument à rien. Aujourd'hui, bon, nous, c'est vrai que ça fait quand même presque 10 ans qu'on est sorti. Ça fait 10 ans qu'on est sorti du bac. Donc peut-être que ça a changé depuis. Bah maintenant, ça a changé. Ouais, ok. Bah, ils peuvent, en gros, je crois qu'en première, en terminale, ils composent eux-mêmes leur. Ils choisissent leur matière. Donc ils peuvent, imaginons, faire maths, philo, des choses que tu pouvais pas du tout faire avant. Donc c'est plus personnalisé, je crois. Ouais, donc c'est mieux, mais ça reste des matières, ça reste pas des métiers où il devrait y avoir plus peut-être de sorties ou des personnes qui pratiquent des métiers qui viennent en parler. Ouais, peut-être. Je sais pas. Bref. Du coup, là, on part sur le post-bac. Donc, on valide notre bac. Ouais. T'as eu un bon bac? J'ai eu un bon bac, ouais. Et toi, ça va? Ouais, c'est bien. Vraiment bien, ouais. Très bien. Et en fait, je fais ma liste de vœux et en fait, comme tu disais, tu penses que c'était dans la science, donc école d'ingé, c'est le truc que tout le monde fait, c'est généraliste, tu te dis au pire je pars là-dedans, je sais pas quoi faire d'autre. T'avais pas imaginé faire prépa en tout cas? Alors j'avais pas imaginé faire une prépa classique, non, ça m'attirait pas trop. Moi j'avoue que j'aurais bien été en école de commerce quand même, mais je pense que c'est l'aspect école privée. Ah ouais? Ouais, je pense que s'il y avait autant d'écoles de commerce publiques, donc abordables on va dire, que d'écoles d'ingé, ma décision aurait sûrement été différente. En tout cas, je me serais plus posé la question. Et là, en fait, je me suis dit, écoute, il y a énormément d'écoles d'ingé accessibles et qui sont à un niveau qui me semble abordable pour moi. Enfin, ce que je pensais en tout cas. Donc, en fait, j'ai fait ma liste de vœux et j'ai été pris par Polytech en prépa intégrée. Donc prépa intégrée, ça faisait vachement moins peur qu'une prépa classique. Et en fait, sur le même schéma, tu te fais emporter là-dedans parce que une majorité de tes potes font ça, c'est le truc le plus généraliste et c'est ce qui colle le plus à ce que tu as fait avant. Et en fait, je me retrouve dans une école d'ingé en prépa, comme si en fait je reculais mon pion d'une case en me disant écoute, c'est bon, la prochaine étape c'est ça et puis on verra. Toujours sans savoir ce que je voulais faire de ma vie, mais en fait j'avais cette notion de je déplace mon pion d'une case et ça me laisse un peu d'air pour respirer. J'ai 2 ans où je peux pas penser à ce que j'ai envie de faire, parce que je pense qu'il y a aussi un peu ce truc de ça fait peur. Du coup, t'as pas trop envie d'y penser. Clairement. T'as pas envie de mettre l'année dans la merde. Et du coup, tu te dis, c'est bon, je suis en école d'ingé, c'est cool, je fais un peu la fête, c'est un peu dur, je travaille, mais ça va, on verra plus tard. Et en plus, ce qui est dommage, c'est que tu dis que tu repousses un pion et que tu auras le temps d'y penser, sauf qu'en fait, pendant ce temps-là, en prépa, on travaillait quand même un peu, pas autant qu'une prépa classique, mais quand même. Mais quand même, on travaillait un peu. Et du coup, en fait, tu vas même pas chercher ailleurs ce qui pourrait te plaire. Non. En fait, tu repousses juste le... Mais du coup, toi, ça s'est passé comment ton bac? Moi, j'ai mon bac... bac et post-bac. Ouais, moi, ça s'est bien passé, le bac. Ensuite, j'ai hésité, je crois, entre une école de sciences et vie de la Terre. J'avais mis des prépas aussi, parce que j'hésitais, mais je les avais mis après prépa Polytech, prépa intégrée. Et j'étais pris à Polytech. Je crois que sur le moment, j'étais assez content. Et puis ensuite, content... de pas faire prépa, je pense surtout. Oui, moi c'était pareil. Voilà. Et content d'avoir quelque chose en vrai. Et en plus, et c'était ton premier choix, toi, ou pas? Je me souviens plus, moi. Non, je crois pas. Je crois que j'avais mis. En fait, j'avais mis des meilleures écoles. Ah oui. Toujours dans l'optique de vouloir être le meilleur plutôt que ce que j'aime. Ouais, tu cherchais le prestige, des grandes écoles et tout. Bon, j'avais eu cette école-là. Et ensuite, la prépa, je sais qu'à la fin de la prépa, il y avait un concours. Donc pareil, je m'étais dit qu'il fallait que je bosse pendant ça pour avoir la meilleure école derrière. Pour avoir le bon classement à la fois on pouvait avoir la meilleure école et à la fois on pouvait aussi choisir notre spécialité. Donc c'était aussi pouvoir se liberté. Être sûr de pouvoir faire ce que tu veux. Ouais. Mais au final, à force d'ouvrir des portes,
Tu sais pas choisir quoi. Je sais pas choisir. Ouais, ok. Mais donc la prépa, je sais pas dire, ouais, je pense que j'ai pas trop aimé ce que j'ai fait. J'ai travaillé parce qu'il fallait le faire, quoi. Ouais, pour moi, la prépa intégrée, du coup, on a fait presque la même. Ouais. C'était vraiment la suite du lycée. Ouais. C'était juste, on rentrait plus dans des matières un peu techniques, mais en fait, c'était comme le lycée et on découvrait un peu le monde des études, mais il n'y avait pas de gros chocs. Non. Donc en fait, pour nous, c'était un peu la facilité, mais enfin, c'est ce truc de bon, on verra plus tard. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vivais à ce moment-là. Et parce que tu as fait comment ton choix de spécialité à la fin de ta prépa? Alors moi, du coup, je suis arrivé, pareil que le lycée, j'étais milieu haut. Je devais être 600 ou 500 sur 1200. Ouais. Donc j'étais pas trop mal, mais j'étais pas non plus dans les mieux. Et en fait, moi, c'est très très con. J'ai vu toutes les spécialités, donc tu vires toutes celles que tu sais que t'as pas envie d'y aller. Ouais. Et en fait, j'ai un de mes meilleurs potes qui partait en école de bâtiment. Ah ouais, ok. Ouais. Et il dit ouais, moi je vais faire du bâtiment. Je fais ok, ça a l'air cool moi aussi. Ah ok. Vraiment. Donc en fait, débile. La même façon que. Enfin, t'as fait ton choix du collège pour aller au lycée de faire S pour suivre tes potes. Ouais, mais là c'était c'était juste un pote. Okay. Les autres, autant c'était quand même, il y avait plus de monde. Autant là, ouais. Il t'a inspiré, disons. Il m'a inspiré. Je me suis dit ouais, ça peut être cool. Okay. Et du coup, en fait, j'ai eu mon premier choix alors que c'était censé être une spé assez dure à avoir. Ouais. Et je me retrouve c'est là qu'on se rencontre, à Polytech à Lille, en géotechnique et génie civil. Et en mode, on verra ce que ça donne, quoi. Je savais pas du tout ce que ça allait être. Je me suis dit, ouais, c'est cool de construire des bâtiments, on verra. Et trop content d'aller à Lille. J'avais mis plein d'autres trucs, mais au final, je pense que c'était le meilleur choix que je puisse faire. Et voilà, je me retrouve là-dedans un peu perdu. Ouais. Et en plus, c'était la première fois que je vivais seul dans une autre ville. Donc en fait, là, c'est encore une fois, tu t'es focalisé sur autre chose. Là, t'as la vie étudiante qui arrive. Exactement. Et toi, quand t'as jamais vécu ça, moi, j'avais vécu chez mes parents pendant toute ma prépa intégrée. Et t'arrives et t'es en mode... wow, c'est quoi ce nouveau monde? T'as l'impression que t'es à Disneyland, t'as ton appart, tu peux sortir quand tu veux, tu te fais plein de nouveaux potes. La ville, elle est trop cool. Tu vis vraiment de la vie étudiante à fond. Donc, ok, t'as les cours et ça prend un autre niveau, mais t'es focus carrément sur la vie étudiante plutôt que sur l'après. Clairement, ouais. Toi, c'était... Moi... Et déjà, est-ce que t'as hésité avec d'autres spécialités? Moi, pour le coup, t'avais le choix, je pense. Moi, ouais, j'étais dans les... Enfin, j'avais le choix de faire toutes les spécialités, je pense, ouais. Enfin, peut-être pas tous, mais en tout cas... Une bonne partie. Ouais. Et moi, j'ai fait vraiment le choix par défaut, en fait. J'ai pris tout ce qui était devant un ordi, resté devant un ordi. En fait, j'ai choisi ce qui ressemblait le moins à un métier d'ingénieur. D'accord. Ce qui était le moins dans la conception, le moins dans l'informatique. Moins de bureau, quoi. Moins de bureau. Ok. Je me suis dit, bon, le bâtiment, on construit des choses extérieures, okay. C'est dehors. Ça sera ce qui me correspond le plus. Et pour le coup, ça, je pense que c'est... Ok. Enfin... C'était un choix quand même de vouloir dire que je voulais pas être derrière un ordi, quoi. J'ai toujours pas envie de rester derrière. Donc là, le choix il s'est plutôt porté sur le fait de pas être en intérieur. Ouais. Mais est-ce que tu avais eu un attrait pour le bâtiment? Non, zéro. Ah, pas du tout, ouais, ok, d'accord. Non. Ah non, mais d'ailleurs, c'est drôle, j'ai oublié ça, mais j'avais fait un stage quand j'avais 18 ans, chez mon oncle. Un stage d'un mois enfin pas vraiment un stage, un travail d'été pour me faire de l'argent pour partir en vacances. Ouais. Et à la fin du stage, j'avais fait manœuvre dans le TP. Ouais. Je m'étais dit jamais plus je remets les pieds dans le bâtiment. Ouais. Et là j'ai choisi le bâtiment. C'est vraiment comme quoi trop con, tu quoi. te dis ouais. Ok. Donc c'était sans doute le moins pire par rapport au reste, mais ça me plaisait. Ça te plaisait Ça me plaisait pas en fait. Mais en fait à ce moment-là, et jusqu'à il y a pas longtemps, j'avais pas compris qu'on pouvait faire des choix qui nous plaisaient en fait. Je croyais que c'était toujours pour l'argent, pour ça, machin, et on pouvait pas faire un choix qui nous plaisait tout simplement. En fait, tu cherchais un peu la sécurité, ouais. Et un peu de prestige. Plus le prestige, je pense, que la sécurité, ouais. Ok. Et limite plus, je me disais qu'il fallait que ça soit dur pour que... Ok. Pour que j'en sais rien en fait. Mais j'avais pas le droit de choisir une voie simple. Ok, parce que tu sais que moi, quand j'arrive à Lille dans la spécialité géotechnique et génie civil, mais je n'ai aucune idée des métiers qui en découlent. Vraiment, je sais pas du tout. Et c'est qu'après que, du coup, donc nous, première année, on est obligé de faire le stage sur le chantier. Ouais. Donc horrible, bien sûr. Ouais. Et après, c'est là qu'on commence la conduite de travaux. Moi, je savais même pas qu'on pouvait faire ça quand on allait dans des écoles d'ingénierie dans le bâtiment.
Et en fait, pareil, le choix de stage, on était un groupe de 10 potes, on est tous partis en conduite, donc t'es pas le seul pecno qui va aller partir en bureau d'études. Ouais. Tout le monde va sur le chantier et puis en fait tu te suis le groupe. Mais tu penses que ça t'aurait plus plu de partir en bureau d'études ? Alors je sais pas si ça m'aurait plus plu parce que je l'ai pas fait, mais j'aurais bien aimé essayer. Ok. Parce que au final, je sais pas du tout qu'est-ce que ça aurait pu donner. Ouais. Ça se trouve, j'aurais kiffé être derrière un ordi toute la journée à concevoir ou faire des calculs de structure. Ouais. Bon, ça m'étonnerait, mais peut-être. Peut-être. Mais pour le coup, j'ai que essayé le chantier, le terrain, où pour moi, on s'en rendra compte plus tard que c'est pas tellement un métier d'ingénieur à nos yeux, quoi. Ouais. Je vais juste revenir sur ce que tu disais sur les études. Ouais. C'est que je suis d'accord avec toi qu'à partir du moment où on est arrivé à Lille et qu'on avait notre appart, en fait, le volet études, on s'en fichait complètement on voulait juste passer du temps en fait, ensemble, quoi. On se focalisait juste sur l'amusement. Ouais, c'est ça. T'as des nouveaux potes, t'as des nouveaux lieux, un nouvel endroit, t'as les études. En fait, tu fais ce qu'il faut pour passer, quoi. Ouais. Et du coup, surtout qu'en plus, là, il n'y a plus de classement. Là, il faut juste valider. Sur ton diplôme d'ingénieur, il n'y aura pas de mention, il n'y aura rien. Ouais. Donc nous, on fait pas le minimum, mais ce qu'il faut pour passer. Ouais. Et le reste du temps, on sort et on s'amuse, quoi. Et avec du recul, je trouve ça un peu étrange comme façon de faire, parce que je me dis, à 20 ans, tu pourrais faire des choses qui te passionnent. Et là, on était vraiment dans un endroit où on était vraiment pas... Enfin, on aurait pu faire les deux, en fait. On aurait pu à la fois avoir de la vie étudiante, à la fois être intéressé par ce qu'on faisait. Je pense que le fait que le bâtiment nous intéressait pas forcément, du coup, comme t'es pas intéressé à ça, et tu plonges dans l'autre. Oui, complètement. Et puis, moi, personnellement, j'avais vécu tout le temps chez mes parents, j'avais pas vécu en ville. Tu tombes là-dedans, t'as envie de profiter, quoi. Quand t'as jamais vécu ça, la première fois, tu profites à fond, quoi. Complètement. Donc 3 ans un peu, on suit le cursus, quoi. C'est pas, y a pas trop de, comment dire, ça nous avance pas trop sur ce qu'on veut faire. Et puis tu sais que normalement il y a plein d'autres écoles d'ingénieurs où t'as des choix un peu de spécialisation. À la dernière année et tout. C'est vrai que mon frère il en a eu. Nous on n'a jamais eu rien. Nous on a toujours suivi le truc. On a fait les stages bêtes et méchants et puis ciao. Donc petite parenthèse quand même parce qu'on était tous les deux aussi un semestre à l'étranger. Ça pareil, on y va plus pour le voyage que pour les études. Ah ça clairement. Ouais. Après moi même si on n'a pas beaucoup travaillé là-bas, je pense que c'est un voyage qui nous a beaucoup apporté. Ah oui. Genre sur beaucoup plein plus que les études à Lille à mon avis. Ouais, sur plein d'aspects. C'était genre, on va pas trop développer là-dessus, mais pour moi c'était une expérience incroyable et je suis hyper reconnaissant d'avoir vécu ça et en plus d'avoir vécu ça avec toi. Ouais, pareil. Donc ça nous a pas trop aidé sur ce qu'on voulait faire après, mais c'était un très bon moment pendant les études. Mais et c'était un peu ce truc aussi de toujours l'année prochaine il y a le stage à l'étranger. Ouais. En fait c'est la vision court terme, c'est quoi la prochaine échéance. Et donc suite à ça, le stage de fin d'études qui vient faire la transition vers... Très dur la transition. Ouais. Surtout stage de fin d'études, stage et ensuite... stage à l'étranger, stage de fin d'études et ensuite début du travail, c'était... Donc on revient, on commence le stage et là on sait que c'est fini. Enfin c'est fini, là c'est la transition vers le taf. Ouais. On sait que dans notre spécialité, t'as 9 chances sur 10 d'être embauché après ton stage. Donc en fait le choix de stage que tu fais, c'est quasiment le choix de travail que tu fais. Moi à ce moment-là... T'avais conscience de ça ? J'avais un peu conscience de ça, quand même. C'est vrai que ça commence à remonter maintenant, donc j'ai plus trop toutes les décisions en tête, mais j'avais conscience de ça. Après, encore une fois, je savais pas ce que je voulais faire. Si, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que moi, j'ai eu 2 stages en 3e année et 4e année qui sont pas très bien passés. Donc, en fait, surtout le stage de 4e année où c'était de la conduite de travaux, j'ai fait pas du tout de la conduite de travaux, donc j'avais pas pu me faire un avis sur ce métier. Donc je m'étais dit je vais vraiment faire un stage de conduite de travaux en fin d'études pour voir vraiment si ça me plaît ou pas. Et donc en fait je suis parti là-dessus et je me suis dit on verra à ce moment-là, quoi. Ok. Donc en fait je me retrouve là-dedans à vraiment découvrir ce que c'était le métier de conducteur de travaux. Ouais. Toi je sais que l'année d'avant tu avais fait quelque chose de similaire. Tu avais vraiment goûté à ça. Ouais, et pourquoi t'as pas voulu par exemple essayer d'aller dans un autre domaine Moi, je pense que vraiment, je m'étais dit qu'il fallait pas. Enfin, je voulais pas être derrière un ordi, en fait. Ouais. Et du coup, c'était la seule. Et ça t'avait plu quand même en 4e année ? Non plus, en fait. Non. Mais
Comme je te dis, c'est juste que je... Ah, t'étais matrixé par... Ouais, j'étais tellement matrixé. Pour moi, il y avait que ça qui existait en fait. J'imaginais pas qu'il y avait un autre monde où on pouvait faire autre chose, où il y avait des gens qui étaient heureux, qui étaient pas obligés de pas se plaire au travail, d'être malheureux, etc. Donc je pensais vraiment que c'était ça qu'il fallait faire, quoi. Ok. Et quand j'ai commencé mon premier stage, j'ai pas aimé forcément, parce qu'on me fait passer le balai et tout, et... Ouais, pourquoi j'ai accepté ensuite, c'est un... Ouais, tu t'es dit qu'il y avait que ça, quoi. Peut-être. Ouais, je me suis dit... Ouais, j'imaginais pas qu'on puisse prendre le temps de... Ce qui est quand même dingue, parce que normalement, c'est comme une période d'essai. Une période d'essai, c'est dans les deux sens. Ouais, bien sûr. Tu peux faire une période d'essai et te dire, bah non, ça me plaît pas, je vais voir tu ailleurs. peux aussi très bien, à la fin de ton stage, te dire, finalement, je vais continuer là-dedans et arrêter. Sauf que, je sais pas... Et comme tu pris dans le... En fait, ouais, c'est ça. Je pense que t'es pris par l'engrenage, t'es dans le mouvement, et en fait, t'acceptes l'offre d'emploi parce que, en fait, t'as rien. Qu'est-ce que tu vas faire d'autre? Tu sais pas. Donc tu dis, je vais dedans, et puis au pire, j'arrêterai après. Ouais. Enfin, moi, c'est comme ça que c'est passé. Je me suis dit, de toute façon, je sais pas quoi faire. Faut bien que je commence ma vie. Je me lance, et puis si ça me plaît pas, je verrai après, quoi. Ouais. Toujours ce truc finalement, tu repousses. Toujours ce truc de on verra après. Ouais. Donc, pour résumer, là, c'est jusqu'à l'embauche. Ouais. Toi comme moi, on a toujours pris nos décisions sans les prendre, un peu en procrastinant cette recherche, mais un peu malgré nous, parce qu'on ne savait pas trop ce qu'on voulait faire. Ouais. On n'a pas cherché plus que ça, je pense. Non, moi, c'est vrai que honnêtement, je pense pas avoir fait suffisamment d'efforts. Moteur non plus, non. On s'est laissé porter et on se retrouve à ce moment-là dans une situation où la vie active commence, et là il n'y a plus de date butoir. Là, ouais. Si on voit les choses bêtes et méchantes, c'est 40 ans de travail, quoi. Et là c'est l'angoisse. Et là il y a les premières angoisses qui arrivent. Ouais, clairement. Ce qu'on avait écrit, c'est... alors attends que je repère dans mes notes. Donc on a eu la facilité en fait d'avoir ce CDI. Ouais. Donc et puis, la transition, quoi. Ouais. On n'avait pas besoin de chercher un travail. Non. Donc en fait, encore une fois, facilité. Et puis c'est quand même agréable parce que tu passes d'une vie étudiante à un salaire qui est quand même conséquent quand tu sors. Oui. Donc tu es aussi pris par ça. C'est pas à ce moment-là. Le tout début, je trouvais pas si négatif que ça parce que t'as tes premières payes. Voilà. Tu peux commencer à te faire plaisir. Ouais. Et ça compense un peu la souffrance que tu as au travail. Ouais, parce que t'es plus du tout dans... c'est un nouveau mode de vie, quoi. Ouais. T'as des sous, tu peux faire un peu plus de choses. Ouais. Et ouais, je suis d'accord. Et il y a aussi un truc, moi, qui me vient là quand on parle, c'est que quand tu rentres dans le monde du travail, il y a plein de gens qui sont autour de toi. Ouais. Et que comme il y a plein de gens qui sont là, tu te dis, mais c'est normal, enfin, tout le monde est dans la même situation, donc je devrais l'accepter, en fait. C'est à moi de me conformer à la chose. Tu penses que c'est la normalité, c'est à toi de te mettre dans le moule, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et ce qu'on disait aussi quand on a préparé un peu ce podcast, c'est on a l'impression qu'il n'y a plus d'échéance, mais au final, on se retrouve avec quand même cette façon, cet échelonnage de l'entreprise, avec des échelons qu'on veut gravir, comme dans un jeu vidéo, on va avoir de plus en plus de responsabilités, surtout dans le bâtiment où je trouve que c'est assez pervers. Où t'as ces petits grades que tu veux venir chercher à chaque fois. Et au final, c'est un peu ça qu'on va rechercher et qui va remplacer toutes ces transitions qu'on a pu avoir depuis qu'on est à l'école, quoi. Et puis avec du recul, t'as vraiment l'impression que certaines entreprises de bâtiment, elles utilisent justement cette énergie qu'ont des jeunes à vouloir absolument grimper, absolument... Ils en profitent. Ils en profitent à leur essayer de faire miroiter les choses, et derrière, en fait, c'est juste la même réalité qui est repoussée pendant des années, quoi. Exactement. Et du coup, pour finir sur cette partie un peu l'avant, en fait, on se retrouve vraiment dans une routine professionnelle. Ouais. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a des petites angoisses parce qu'on s'est toujours dit je verrai plus tard. Sauf que le plus tard, c'est maintenant. Ouais. Et là, on se retrouve dans un truc. Moi, je sais que quand j'ai commencé à bosser, oui, c'était cool, on avait nos salaires, on avait une bonne situation, on avait la voiture, tout ça. Ouais. Mais j'ai eu les premières angoisses, je pense vraiment, les premiers jours, les premières semaines de taf, où je me suis rendu compte, mais qu'est-ce que tu fais là, est-ce que tu as vraiment envie de faire ça? Et encore une fois, je me disais, non, en fait, c'est le début, c'est parce que je suis nul, parce que je sais pas faire.
Et en même temps, les gens te le disent aussi. Oui. Te font enfin. Ah ouais, bah, en plus dans le bâtiment, nous on n'est pas aidés, on se prend des scuds tout le temps, que ce soit par nos chefs, par les mecs sur le chantier. Et en fait, on se dit bah non, mais c'est normal, il faut juste qu'on progresse et quand on sera fort, on prendra plus de plaisir et ça ira. Ouais. Et moi, c'est exactement ce que je me disais. J'avais vraiment du mal, mais j'étais en mode bah en fait c'est normal, c'est le début, faut apprendre. Sauf que bah en fait non, si c'est pas parce que c'est dur que tu aimes ça, même si clairement. donc il y a eu avant qu'on passe à la partie de transition, c'est vraiment il y a eu cette période de doute et de remise en question, je trouve. Ouais, je sais pas si toi c'est arrivé aussi vite que ça. Si, moi j'étais juste animé par le fait, enfin en fait je voulais juste être le meilleur. Ouais. Donc je me disais. Ça c'est revenu aussi même au travail. Ouais, c'est ça. Okay. Donc en fait j'avais la même carotte que j'avais avant. C'était, je sais pas, je voulais monter plus vite que les autres, je voulais être le meilleur et du coup je déployais beaucoup d'énergie et je me disais que c'était moi le problème. Moi, je voulais juste impressionner mes supérieurs. On a un peu ce truc de se dire c'est nous le problème. Ouais. Alors qu'en fait ça se trouve on n'est pas à notre place. Oui. Et même à mon avis c'est que tout le système, enfin toute l'entreprise comment elle fonctionne et. Après ça c'est un autre débat mais on est d'accord. Ok, je comprends. Alors du coup on va passer à la partie plus là où on se rend compte qu'on va pas faire ça toute notre vie. Ouais. Moi je m'en suis rendu compte quand même assez vite, mais je suis resté au final quand même 2 ans. Ouais. Je pense que j'ai un peu du mal à me souvenir de la temporalité parce que ça a été 2 ans. Bon déjà il y a eu le Covid, on n'avait pas beaucoup de vacances et c'était vraiment des semaines qui se répétaient et qui se ressemblaient. Et en fait, quand j'y repense aujourd'hui, j'ai du mal à faire la temporalité de qu'est-ce qui est arrivé quand. Ouais. Parce qu'il y a un moment, ce que je me rappelle, que j'ai quand même cherché un appartement en août de 2020, je crois. Oui, 2020. Donc ça veut dire que ça faisait déjà 9 mois que j'étais dedans. Et j'allais prendre un appartement. Donc ça veut dire que je me disais que j'allais rester dedans, quoi. Donc j'ai un peu du mal à me souvenir de ça, mais je pense que rapidement après je me suis dit j'ai pas envie de faire ça de ma vie. J'avais pas c'est des idées qui venaient, qui étaient assez légères. Ok. Mais je commençais à me rendre compte que c'était pas possible, quoi. Et vis-à-vis surtout du métier. Vis-à-vis du métier. Ouais. Je sais pas si toi c'est arrivé. Bon, je sais qu'on en a discuté en perso il y a longtemps, où on se croisait, on en discutait, il y a des moments où ça allait, on se croisait la semaine d'après, on me disait ouais non mais en fait j'adore, voilà, c'est ça. Alors qu'on se mentait à nous-mêmes, quoi. Voilà, c'est ça. Moi je pense que je faisais beaucoup le yo-yo, il y a des fois où vraiment j'étais au fond du trou et je me demandais où j'étais, et puis j'étais obligé de me refaire monter tout là-haut, me faire croire à moi-même que j'adorais ça, parce que sinon c'était insupportable de rester. Ouais, je me souviens très bien qu'on en discutait, il y avait cet aspect... On se retrouvait dans des phases de down complet en se disant mais qu'est-ce qu'on fait là, et après on a l'impression d'avoir trouvé la solution miracle qui allait nous sauver. Exactement. Et on se faisait des films, donc il y a un peu et puis finalement on était aussi dans le même groupe, donc en fait et puis on vivait les choses au même moment, et donc on n'avait pas de point extérieur qui nous disait non mais là les gars c'est peut-être un peu déliant ce que vous faites, ou on a quand même les potes d'école qui sont dans d'autres spécialités, quand ils nous parlaient de leurs horaires, ça nous faisait tilt quand même. Enfin, moi je sais qu'à plusieurs reprises je me suis dit ah ouais quand même, genre on n'a pas les mêmes vies là. Donc il y a un peu ça aussi qui a joué dans la balance, je pense. Mais du coup si tu dis que tu as senti ça un peu depuis le début, le fait que ça allait pas être pour toi, pourquoi ça n'a pas débloqué tout de suite? Pourquoi t'as pas décidé tout de suite de changer? Moi je pense que j'ai pas décidé tout de suite parce que je suis quelqu'un qui a besoin de un peu tout contrôler. J'ai du mal à me lancer dans le vide sans rien savoir. Et même si je savais que je voulais pas faire ça, tant que j'avais pas de sortie de secours, c'était un peu ma seule option. Ok, donc tu cherchais ta sortie de secours. Je pense qu'à ce moment-là, je cherchais peut-être pas encore ma sortie de secours, mais oui, ça. Et il y a aussi autre chose, c'est que je pense qu'il y a un peu ce côté, cette envie d'entreprendre qui est apparue avant même de vouloir démissionner, même depuis les études et tout, en me disant un jour j'aimerais bien être à mon compte, avoir ma boîte, tout ça. Donc tu vois, tu mélanges un peu tout ça et je pense que ça te pousse à aller vers là. Mais toi, du coup je pense que tu as ressenti un peu ces mêmes moments de yo-yo. Mais alors, j'avais une question justement, c'est pour ça que je voulais revenir dessus. Qu'est-ce que tu ressentais toi pendant ces moments de down? Genre, est-ce que ça te
est-ce que ça te faisait te sentir mal? T'avais l'impression d'être en dépression? Est-ce qu'il y a des émotions particulières qui te... Moi, je pense que bon, comment dire, ça me caractérise aussi beaucoup parce que même avant le travail et même maintenant quelquefois et même avant, ça m'intéresse beaucoup le sens et un peu les choses existentielles, quoi. Et donc c'était beaucoup des crises existentielles dans le sens où je me demandais qu'est-ce que je fous là en fait. Ouais, tu fais vraiment un sens à ce que tu faisais, quoi. Ouais. Alors que quand je parlais avec les chefs de chantier, par exemple, ils me disaient mais on est en train de construire des logements pour des gens. Il y a un sens énorme. Ouais, ils voyaient une chose différente, quoi. Sauf que moi, mon sens, je le trouvais pas en fait. Okay. J'avais vraiment l'impression que j'étais pas, je pouvais pas m'accomplir là-dedans. Je pouvais pas exprimer ce que je voulais exprimer. J'étais complètement serré dans la case dans laquelle on voulait me mettre et tout. Donc je pense que c'était ça mes émotions j'étais beaucoup frustré, en colère. Surtout que c'est quand même un métier assez dur verbalement, émotionnellement et tout. Donc je pense que t'avais un mélange d'un peu tout ça qui te venait dessus, quoi. Ouais, j'étais vraiment pas dans mes bottes, quoi, en fait. Ok. Ouais, tu te sentais vraiment pas du tout à ta place, quoi. Vraiment pas à ma place. Hein. Et ça, pour le coup, ça je le sentais. J'arrivais pas à mettre des mots dessus, j'arrivais pas à la dire, mais en tout cas, je ressentais en moi que j'étais pas bien, quoi. Il y avait ce côté où en fait, tu sais la différence entre comment toi tu te sens dans ce métier et comment les gens ou toute l'entreprise a envie que tu te sentes dedans. Ouais, c'est ça. La différence où toi tu dis bah moi je me sens comme ça et ils te font croire qu'il faut que tu te sentes comme ça. Ouais. Et en fait tu te rends compte qu'il y a un fossé entre les deux complet, quoi. Ouais. Mais en fait t'es tellement matrixé que tu te dis bah c'est moi qui ai un problème et il faut ça passera et ça ira, quoi. Ouais. Ok. Du coup, moi je trouve il y a un point qui est assez crucial dans toute cette prise de décision. Ça a été le déséquilibre entre ma vie pro et ma vie perso. Parce qu'on s'est retrouvé dans un métier où on faisait quand même on commençait entre 7h et 7h30 le matin, donc ça veut dire un réveil vers 6h, voire avant, et on restait jusque 19, 20, 21 même parfois. Donc vraiment des plages horaires extrêmement longues. Et au final, on vivait que le week-end. Je me rappelle qu'au début, nous tous, du lundi au vendredi, on bossait et après, du coup, on était tellement à bout qu'on passait notre week-end à sortir et faire la fête, quoi. Clairement. Il y avait ce déséquilibre du fait qu'on était poussé à bout toute la semaine et qu'on pouvait pas sortir parce qu'il y avait zéro équilibre pendant la semaine. On était complètement dans le travail et la semaine, bah en fait, t'as envie de profiter même si t'es complètement fatigué. Et en plus, c'est un cercle vicieux parce que quand t'es fatigué le week-end, la semaine, t'es fatigué. Après, donc est-ce que toi, ce déséquilibre, il t'a pesé dès le début ou est-ce que t'as réussi à quand même à essayer de trouver de solutions? Moi, je sais que ça a été... Enfin, au début, il y avait un peu cette explosion qu'on a vécue pendant tout l'hiver où on a commencé à bosser. Mais j'ai jamais réussi à retrouver cet équilibre entre le sport, entre le travail, entre la vie perso, aller voir les amis et prendre du temps pour soi, c'était impossible. Ouais, moi je pense que le temps pour soi, déjà, je savais même pas qu'on pouvait le prendre à ce moment-là. Okay. Enfin, c'était que du travail. En plus, comme je voulais avoir une promotion rapidement, etc., tu te donnais à fond. Je me donnais à fond. Et après le week-end, j'ai essayé de sortir pour décompresser, sauf que j'étais encore plus fatigué le lundi. Je rentrais dans un cercle de culpabilité. En plus d'être fatigué le week-end, du coup, de ne pas réussir à être performant la semaine, etc. Et mêlé avec pas d'équilibre, quoi. Okay. Pas du tout. Ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à ce que l'entreprise veut te faire croire, veut te faire penser sur... veut te donner une place plutôt. On retrouve un peu, je trouve que c'est un peu l'hypocrisie de l'entreprise où on te bassine plein de choses, on te fait des réunions pour te faire parler de valeurs, d'équilibre. Et on se retrouve dans des situations où c'est pas du tout le cas et on a l'impression d'être pris pour des cons. Clairement. Et donc, je pense qu'on est pris pour des cons. Et toi, est-ce qu'il y a des moments où tu disais, en fait, tu croyais à ce qu'ils disaient? Ou t'étais plutôt... je sais pas comment dire, moi je sais qu'il y a des moments où je me disais, surtout au début, tu te dis, ils ont raison, il faut que je me mette dedans. Et à la fin, dès que j'étais dans ces points-là, j'étais en mode, mais vas-y, arrête de me prendre pour un con, tu vois, genre... Clairement, ouais. Non, moi je pense qu'au début, j'ai eu une période de très grosse résistance où quand on me disait des trucs, j'avais toujours des choses à dire non, mais ça va pas, ça va faire. Et je pense qu'en vrai,
j'avais à peu près raison. C'est juste que j'essayais trop de remettre en question le cadre qui était ultra posé dans l'entreprise où on était. Et du coup, au début, j'ai commencé à beaucoup être agressif pour essayer de faire bouger les lignes. Ouais. À un moment donné, on m'a dit, Lucas, ferme ta gueule, essaye de... Vraiment, on m'a dit ça. Ouais, On m'a je sais, tu m'as rajouté. voilà. On m'a dit, en tout cas, si tu veux le faire, tu le fais juste avec moi, mais tu le fais pas en groupe, pour pas déstabiliser tout le monde. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de me mettre dans le moule. Impossible. Ouais. Et puis ce qu'on disait aussi, c'est que on commence à te demander de faire comme eux. Ouais. C'est genre, quand t'as le stagiaire qui arrive, s'il fait pas ses heures, tu fais des petites remarques un peu indirectes, où on se dit, bah c'est pour rigoler, mais pas du tout. C'est juste qu'on commence à faire pareil que nos supérieurs. Et en fait, on rentre dans ce cercle vicieux où tu t'arrives et tu dis, bah on est tous passés par là, toi aussi, et en fait, c'est la normalité. Et ce qui est le pire, c'est que quand tu dois faire ça aux stagiaires, quand tu dois déployer ces machins, bah, tu t'empêches toi-même de ressentir ce que tu ressentais avant. Ouais. Parce que si tu l'empêches au stagiaire, tu l'empêches à toi. Oui, donc et en fait, tu prends le modèle de... Voilà. Et c'est une chaîne perpétuelle, et au final, c'est le stagiaire qui prend tout. Et chacun dans les échelons souffre, mais n'arrive même pas à exprimer leur souffrance, quoi. Ouais, ça fait comme tu dis, ça fait une échelle. Ouais. Et en fait, on garde les mêmes codes depuis des années, alors qu'au final, on pourrait trouver des solutions. Clairement. Et ensuite, après, quand tu comprends ça, tu regardes tes supérieurs et tu te rends compte qu'eux, ils font la même chose, qui doivent souffrir aussi, mais que tout le monde perpétue la même connerie, quoi. C'est ça. Donc, tout ce qu'on vient de dire là, c'est un peu toutes les raisons, tout ce qui nous a déplu en plus, au final, du métier en lui-même, je trouve. Parce que c'est un peu le métier en soi, si on en a déjà parlé plusieurs fois, il pourrait être bien s'il était de nos façons, mais bon, c'est impossible. Ouais. Mais c'est un peu, au final, tout ça, c'est toutes les raisons qui nous ont poussé à avoir cette envie de démissionner. Ouais. Donc pour arriver à cette démission, est-ce que toi, tu as senti qu'il y a eu un élément déclencheur qui a fait que tu t'es dit, maintenant, c'est sûr que je vais partir? Moi, c'est une accumulation ou c'est quelque chose? Moi, c'était une accumulation, mais en fait, ça s'est fait en 2 fois. La première fois, c'est quand je suis parti, on livrait un chantier en décembre, et ensuite, à le moment de la livraison, moi, je suis parti en vacances pendant 3 semaines, 1 mois à La Réunion. Ouais. Enfin, je suis parti 3 semaines, 1 mois. Ouais. Et le fait de prendre de la distance par rapport à ça, j'ai commencé à me dire, mais attends, mais c'est quand même sacrément con ce que je suis en train de faire. Et donc, en fait, il y a un peu ce côté où tu as le nez dedans tout le temps, et en fait, tu prends jamais de recul. Tu prends jamais de recul. Et là, le fait de pouvoir prendre du recul, je me suis dit, ok. Et après, je suis plus regarder un film Don't Look Up, et je me suis dit, waouh, Don't Look Up, il faut absolument que je dédie ma vie à l'environnement. Donc je me suis dit, ok, en rentrant, je démissionne. Ok. Et en rentrant, donc il y a eu quand même un truc, le fait de partir. Je pense que c'est la distance, ouais. Ok, donc la distance, t'as fait... Et ensuite, je suis rentré, et j'ai commencé à dire à mes chefs que je voulais démissionner. Et là, ils m'ont dit, mais pourquoi tu veux démissionner? Ouais. Et évidemment... Le rebelote, le schéma de non, c'est pas normal, machin. Bah, c'était plutôt, mais attends, mais tu veux des choses, mais on va te les donner, pas de problème, qu'est-ce que tu veux? Donc je me dis, ok, peut-être qu'ils vont me les donner. Ils m'ont promis des choses, ils m'ont dit dans 6 ou 7 mois tu auras des choses. Ouais. Et puis dans 6 ou 7 mois, les choses n'arrivent pas. Bien sûr. Et là, le deuxième élément, c'est pendant une séance avec mon psy, où j'ai pris conscience, je sais plus quelle phrase il m'a dit, il a dû me dire, vous valez plus que votre travail. Rien que ça, tu vois, une phrase débile. Et je me suis vraiment rendu compte, attends, c'est vrai que ma vie, elle serait due pas du tout à mon travail. Je vaux plus que juste ce que je suis en train de faire là. Et le lendemain, j'ai lâché ma dette. Ah ouais, donc ça a été... Franchement, c'est vrai qu'il y a des choses dans la vie où il suffit d'un échange pour te faire réaliser quelque chose. Et... Moi, c'est pas du tout... Donc toi, ça a été plutôt très rapide d'un coup, quoi. C'est explosif. Explosif en 2 fois, mais à chaque fois très impulsif, quoi. Impulsif. Pas réfléchi. D'accord. Mais ouais, c'est comme ça que j'ai fait. Et tu donnes ta démission comme ça? Je donne ma démission, mon chef en vacances, je l'appelle alors qu'il est en vacances, et je dis là je me barre pour de vrai. Ok. Et puis voilà. D'accord. Et toi? Bah moi du coup ça a été pas trop comme ça, c'était beaucoup plus progressif. Moi je pense qu'il y a eu une accumulation de... tu sais, quand tu rentres tous les soirs tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de foutre, qu'est-ce que je fous, T'as la fatigue psychologique, t'as la fatigue physique, parce qu'on dormait quand même très peu. Ouais. Et en fait t'as la cocotte minute qui remplit, qui est à 2 doigts d'exploser. Donc je pense pas que j'étais à 2 doigts de faire un burn-out, loin de là, mais je me sentais vraiment pas bien et pas du tout à ma place. Et mêlé à ça, le fait de vouloir entreprendre, je me suis dit je vais trouver un truc et je vais partir. Donc ce qui s'est passé, c'est que au bout d'1 an et 3 quarts, on va dire, parce que j'ai démissionné pile au bout de 2 ans, donc on va dire 6 mois avant ma démission, moi j'ai toujours été passionné de vidéo et de photos.
je me suis dit, Théo, t'as pas d'appartement, t'as pas d'emprunt, t'as pas de bébé, t'as rien qui t'empêche de te lancer. Enfin, les risques sont très faibles, on va dire, pour ne pas essayer quelque chose. Donc je me suis dit, il faut que j'arrête. Moi, ce que j'avais prévu, c'était de négocier une rupture conventionnelle pour avoir un projet professionnel dans la vidéo. Ouais. Et en fait, c'est comme ça que c'est arrivé. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Je me suis dit, attends, je réfléchis, je laisse passer l'été, je fais mes vacances et je me barre. Et du coup, en fait, en rétro-planning, je me suis dit, il faut que je donne ma démission en juillet. Et après, c'est comme ça que c'est arrivé. Et comment ça a été reçu par du coup, tes proches et même au travail, comment au travail, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été voir le responsable de projet. Ouais. Donc, parce que j'avais tout préparé à l'avance, tous mes arguments pour lui expliquer que j'avais un projet, que ça ne plaisait pas, que je m'étais donné pour le chantier, que je m'étais sacrifié tout ça pour qu'il soit en ma faveur pour avoir la rupture. Et en fait, je lui fais un monologue de 20 minutes. Et au moment où je lui parle de ça, il me sèche brutalement en me disant c'est mort, moi je fais pas ça. Mais tu te rends compte que tu viens d'utiliser le mot sacrifier, mais c'est exactement ça en fait. J'ai l'impression qu'on passait notre temps à sacrifier de ce qu'on faisait. On sacrifiait notre temps et notre énergie pour quelque chose qu'on voulait pas. C'est clairement ça. Et du coup, ça me met un coup, mais je me dis c'est pas ça qui va m'arrêter. En fait, je suis un peu dégoûté, mais j'ai cet orgueil de me dire, mais en fait, c'est pas lui qui va me dire ce que je fais ou je fais pas. Après, ça s'est plutôt bien passé. On a continué à échanger. Il était très content de ce que j'avais fait et que si je voulais revenir, je pourrais. Donc, en soi, ça m'a conforté en me disant, si jamais ça marche pas mon projet professionnel, je peux toujours revenir. Et t'as en fait cette sécurité. Moi, ce que j'attendais aussi, c'est le fait d'avoir travaillé. Ça m'apportait cette sécurité. J'avais un peu ce CV avec t'as ton école, t'as ton diplôme, t'as tes 2 ans dans une boîte qui est quand même assez connue, t'as une carte de visite quoi. Je me disais ça apportait encore plus une sécurité dans ma décision et en fait je me suis dit let's go quoi. Mais moi c'était vraiment, il n'y avait pas vraiment un élément précis, ça a plutôt été un point de rupture, j'en pouvais plus, il fallait que ça s'arrête le plus vite possible. Et c'est pour ça que même après avoir donné ma démission, ça a été très long, je comptais les jours quoi, c'était horrible. T'as quand même senti une différence au moment où tu l'as lâché la démition? Oui, une fois que c'est passé, parce que c'est quand même très stressant de donner sa démission, surtout pour toi, tu vois. Alors que maintenant je me dis ça va. Oui, voilà, c'est ça, pareil. La première fois, c'est vrai que c'est assez impressionnant, surtout quand t'as un boss qui est assez charismatique il impose quelque chose. Donc non, j'étais soulagé. Je me disais maintenant c'est fait. Et en fait, t'es tourné vers l'avenir. Tourné vers l'avenir. Donc voilà. Moi j'avais quand même un plan. Je voulais me lancer dans la vidéo. J'avais en tête de faire du YouTube. J'avais en tête de me former, faire de la vidéo promotionnelle, vidéo de chantier, peu importe. Donc j'avais quand même un peu une idée. Je savais qu'il fallait que je prenne une formation, que je m'achète du matériel, que j'investisse. Donc si on peut tirer un point positif avec notre entreprise, c'est qu'on a pu mettre des sous de côté. Non, en vrai, clairement. C'est un point positif. Moi aujourd'hui, j'ai encore beaucoup d'argent qui sont de côté grâce à ça et qui me rassurent dans ma vie de tous les jours. Clairement. Mais par contre, moi je voulais savoir pour toi, est-ce que, vu que ça avait l'air d'être plus explosif, est-ce que tu avais prévu un après ou... En fait, moi j'étais tellement... je m'investissais pas plus que toi, mais en tout cas, mentalement, j'étais tellement occupé par ça que j'avais du mal à la fois réfléchir à mon travail, à la fois réfléchir à l'après. J'avais besoin d'une coupure nette, de tout lâcher et ensuite de tout recommencer. Et du coup, heureusement, j'ai démissionné en octobre ou novembre. Ils ont écourté ma période de préavis de 1 mois et demi. Du coup, j'ai fait qu'1 mois et demi de préavis. Et à fin d'année, 20 décembre, j'ai arrêté et j'ai commencé une nouvelle année. Et du coup, la nouvelle année, je l'ai commencé sans... je me suis mis à mon bureau et je veux dire, maintenant, qu'est-ce que je fais de ma vie ? Ah ouais, donc toi, c'était vraiment page blanche, quoi. Ouais, vraiment page blanche. Et peut-être trop page blanche, parce que je me suis vraiment dit, ça, plus jamais. Plus jamais de bâtiment, limite, je me dis, plus jamais d'entreprise. Là, je suis en train d'y revenir, parce qu'à un moment donné, il faut peut-être réussir à vivre, donc peut-être que je serais amené à faire ça. En fait, tu as été dégoûté non seulement du bâtiment, mais aussi du milieu de l'entreprise, quoi. Du système. Système trop hiérarchique, les N+1. Et le fait, moi, déjà, d'être cantonné à une case, qu'on me dise quoi faire,
j'ai trop du mal. T'as besoin de cette liberté pour t'exprimer. J'espère que je trouverai un endroit où je pourrais exprimer cette liberté, mais en tout cas, si je peux, ça serait... Et si on revient à ce que j'ai pas répondu, à comment ton entourage il a réagi, mais plus on va dire le perso. Ouais. Toi, c'est passé comment? Est-ce que t'en as parlé avant? Comment ça a réagi? Moi, j'en ai pas parlé avant parce que je savais que si j'en parlais... Est-ce que toi, déjà, est-ce que t'as ressenti, est-ce que t'avais une peur de décevoir ou en fait, toi, t'es aligné à ce que tu veux et au final, t'as pas vraiment peur et tu sais qu'ils comprendront, quoi. Je sais pas trop dire, je pense que ma mère, je savais qu'elle allait me comprendre. Mon père, au contraire, j'étais sûr que si je lui en parlais, il allait me dire que attends, tu devrais encore faire un peu... Toujours les parents un peu protecteurs. Voilà, donc je crois que je sais plus vraiment si j'avais peur à ce moment-là. Je pense que j'avais peur de le dire, j'avais peur de le faire et tout. Et comment ça a été pris, je pense que tout le monde a eu peur un peu quand même, parce que j'avais aucun projet. Et on s'est dit... c'est plus la peur du fait que t'avais pas forcément prévu quelque chose après. Je pense que si j'avais dit tout est prévu, après je fais ci, après je fais ça. Ils auraient dit bon, je te fais confiance, c'est ça. Vas-y. C'est juste que là, c'était vraiment une décision impulsive et que je sais pas du tout quoi faire après. Ok. Donc je pense qu'il y avait un peu de peur. Et en même temps, c'est un peu compréhensible d'être inquiet pour ses enfants quand ils ont pas bien sûr, je pense qu'on serait pareil à leur place. Et voilà. Et toi ? Bah moi, je pense que j'avais un peu mis la graine depuis un moment en disant j'en ai marre, j'en ai ras le cul, je vais me barrer. Ouais. Donc c'était pas un choc quand je leur ai dit que vraiment j'allais me barrer. Ouais. Mais comme j'avais un peu ce projet pro, forcément ils avaient quand même peur. Hein. T'as toujours ce truc où ils se disent putain il a quand même un job où c'est safe, il a quoi gagner sa vie. Là, il part sur un truc pas du tout stable. Mais j'ai jamais senti de pression dans le sens où j'ai jamais senti ou que j'étais pas encouragé. Ok. J'ai toujours eu du positif. Bon, on a un peu peur, mais on est derrière toi, quoi. C'est un peu ça. Donc au final, ça allait. Et moi, de toute façon, j'étais sûr de moi. Donc, en fait, je pense que j'aurais eu peur si j'étais pas sûr de moi. Tu vois, quand t'étais pas sûr de démissionner et qu'en plus t'as les parents qui sont pas sereins, au final, là tu peux vraiment paniquer, je pense. Mais là, pour le coup, comme j'étais sûr de moi et que j'étais quand même pas mal soutenu par mes parents et même mes amis et tout ça, donc en fait, ça s'est fait assez naturellement, je pense. Ok, cool. Donc du coup, démission. Ouais. Toi, qu'est-ce que t'as ressenti au moment où t'as donné ta démission ? Et au moment où t'as quitté ton travail, genre le dernier jour, est-ce qu'il y a des émotions, un sentiment de libération Moi, je sais que j'ai vraiment voulu pendant... Mon père, celui qui est... c'est un peu la voix qui toujours un peu inquiète dans ma tête et qui veut faire les choses bien, prévoir, etc. Il a toujours dit qu'il ne faut pas partir comme un voleur. Et du coup, je me suis dit que si je démissionnais, il fallait que je parte le mieux possible, que je finisse tout ce que j'avais à faire, etc. Donc je pense que je me suis vraiment bien concentré sur le fait de bien finir, qu'on n'ait rien à me dire et tout. Ouais. Et donc au fur et à mesure, ma charge elle a diminué. Au début, c'était à peu près pareil. Et après, j'ai lâché un peu tous les projets. Et à la fin, je faisais quasiment plus rien. Oui, ça s'est fait voilà. Et je me rendais compte qu'au fur et à mesure, j'investissais moins dans le travail et l'esprit allait beaucoup mieux. Je faisais plus petits horaires, tout allait mieux. Et le dernier jour incroyable, c'est que je suis allé rendre ma voiture, je suis allé voir la RH avec qui j'avais eu mon dernier entretien. Je quittais le siège et tout de l'entreprise, j'avais vraiment l'impression de me libérer d'un poids énorme en fait. De tirer un trait sur une histoire et de commencer quelque chose de nouveau. Et c'était un souffle, un élan de vie dingue quoi. Vraiment c'était... Ouais, c'est quelque chose d'assez libérateur quoi. Ouais, vraiment libérateur. Ouais. Ok. Et toi ? Bah moi, déjà au moment où tu donnes la démission, comme tu avais le stress, ça te soulage. Ouais. Tu peux déjà commencer à penser à la suite. En fait, la démarche est lancée. Une fois que la démarche est lancée, t'as plus ce questionnement. C'est en mode, maintenant on a pris le chemin A au lieu du B, maintenant on va par là, on pense plus au chemin B. Et t'as eu des moments où tu te dis, merde, j'aurais pas dû ? Non, j'y ai pensé, je me suis dit, est-ce que j'ai fait une connerie ? Mais en fait, juste tu te poses la question, mais tu dis non, pas du tout. Mais j'ai l'impression, en fait, quand tu démissionnes, du coup t'es moins investi, tu te dis, mais en fait ça va mieux. Tu vois, t'as pas eu ça ? Je me souviens pas trop. Ok, mais moi ça m'a fait un peu ça. Ok. Et après, pas comme toi, au fur et à mesure tu fais de moins en moins. De toute façon, en fait, ils te donnent pas de plus en plus, donc t'as de moins en moins de travail.
Et le dernier jour, je me souviens, je pars. Du coup, en fait, moi, j'étais encore en congé, donc j'étais encore embauché pendant 2 semaines. Ouais. Donc j'avais encore le PC, la voiture et tout, mais j'ai ce truc où je prends la voiture le dernier jour, le vendredi, et t'es dans ta caisse, tu te dis, je referai plus ce trajet, je reviendrai plus là. Ah. Et vraiment, t'as ce. Genre, je crois je crie, ou vraiment, vraiment, c'est une libération en mode. Tu fais waouh, et t'as du mal à le réaliser aussi. Ouais. Parce que t'es tellement dans ta routine de travail que tu te dis, en fait, lundi, j'y retourne plus, quoi. Ouais. Et ouais, franchement, une grosse libération. En vrai, j'étais fier de moi aussi, hein, d'avoir. Enfin, tu sais, c'est des décisions qui sont difficiles à prendre, surtout quand, comme ce qu'on disait, on s'est toujours laissé porter. Pour une fois, t'avais vraiment l'impression que c'était toi qui prenais cette décision. J'ai vraiment eu le sentiment de me dire, c'est moi le capitaine là. Oui, t'as raison, c'est vrai que moi aussi, ce que je me disais, j'ai l'impression que c'est la première fois que je prends une décision pour moi. Pareil. Je me suis dit, c'est la première fois que c'est moi qui choisis. Ouais, et t'as un sentiment de fierté et de puissance un peu. Tu te dis, bravo Théo, genre t'es trop fort, quoi. Et franchement, j'étais trop content, je me sentais super bien. Et du coup, ça veut dire que t'as fait tes derniers jours, ensuite t'as eu une période de congé, et ensuite t'as eu une période entre le moment où t'as arrêté de travailler et le moment où tu t'es dit, bon là, je commence ma nouvelle vie. Alors, du coup, moi, j'avais, je crois, 2 semaines de pause. Ok. Donc, vacances à fond, là, tu penses plus à rien. Et non, en fait, moi, comme j'avais prévu, en fait, dès le lundi, genre 2 semaines après les vacances. Ouais. Non, je dis des bêtises. Je pense que j'étais parti en vacances en milieu de semaine. Enfin, du coup, j'avais dû attendre la fin de semaine. Mais le lundi d'après, genre 8h réveil, je suis sur le bureau. Je cherche la formation que je veux faire, je regarde le matos et tout, et j'étais déjà dans... Ok, donc comme j'avais ce projet, j'étais déjà dans le truc en mode, je perds pas de temps, plus de possible, j'ai envie que ça avance et que ça commence, voir où ça peut me mener, et j'avais pas envie de perdre de temps en fait aussi, tu vois, genre, j'avais pas envie de rentrer dans cette spirale de en mode, profite, mais pas trop non plus, quoi. Ouais, clairement. Et voilà, moi je me suis dit, j'y vais comme ça. Ok. Toi, du coup... moi j'ai fini du coup le 20 décembre. Fin d'année, ouais. Fin d'année. Il y a eu Noël, donc je suis parti un peu en vacances et j'ai vu la famille, etc. Et à mon retour, quand je suis revenu sur Paris, et pareil, je me suis sur mon bureau. J'avais pas prévu ce que j'allais faire, j'avais prévu juste que j'allais me poser la question donc, à ce moment-là. Tu t'es pas dit, tranquille, je prends quelques semaines pour rien faire? Si, juste partir en vacances. Enfin oui, mais on va dire que c'est un laps de temps qui est assez court à ce moment-là. De 3 semaines. Voilà, donc des vacances amplement méritées au final. Oui. Ok. Et ensuite, rentrer chez moi et là, c'était le moment. Enfin, je savais qu'à partir de ce moment-là, j'allais me poser la question de qu'est-ce que je devais faire, et prendre du temps pour moi, essayer de. J'ai l'impression qu'en fait, je me connaissais pas avant, et là, il fallait que je commence à me connaître. Et c'est comme ça que tu l'avais imaginé, ou c'est vraiment sur le moment tu te dis maintenant je commence à faire ça? Non, je pense qu'au final, quand j'ai démissionné, j'avais aucun plan. Et après le 1 mois et demi, 2 mois de préavis, ça a commencé à mûrir dans la tête où j'ai commencé à me dire qu'est-ce que je vais faire après. Et je me suis sans doute dit que j'allais finir et qu'après j'allais me mettre sur mon bureau et me poser la question, là maintenant qu'est-ce que je fais? Ok. Mais j'avais pas quelque chose de prévu en particulier. Non, mais tu savais que tu allais commencer à faire tes recherches. Ouais, c'est ça. Et à penser beaucoup plus à toi et à ce que tu avais vraiment envie de faire dans la vie. Ouais. Ok. Et est-ce que tu avais instauré une sorte de routine? Tu disais, je dois aller rencontrer des gens. Est-ce que le matin, je me lève, j'écris des trucs pour essayer de savoir ce que j'ai envie de faire? Là, on rentre tout de suite dans la période de recherche. J'en parle maintenant. Alors, oui, de toute façon, on va commencer à passer dans les étapes. Ouais, c'est ça. Ouais. Quelles sont les différentes étapes par lesquelles tu es passé une fois cette démission, quoi? À mon avis, j'ai commencé, j'avais pas de plan, et au fur et à mesure, j'ai essayé de tester plein de trucs. Donc j'ai lu, j'ai essayé de mettre en place des routines qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché. Okay. Je me rappelle qu'on échangeait pas mal aussi sur des petits tips à la fois au niveau organisationnel ou d'accomplissement ou genre de choses de dev perso. Ouais. Et après, en fait, comme on n'avait plus aucune, moi en tout cas j'avais plus aucune routine, j'ai essayé de me la caler moi-même, donc essayer d'avoir des horaires fixes de sommeil, faire du sport, j'ai essayé de me fixer des choses dans mon calendrier à l'avance, donc des conférences, des gens à appeler, des choses à faire, essayer de découvrir le maximum de choses. T'étais quand même vachement dans une démarche de recherche et de... T'étais actif, quoi, c'était pas du tout en mode on va voir ce qui va me tomber dessus. Ah non, j'étais archi actif. Ouais, on n'était plus dans la période lycée où tu sais pas ce qui se passe. Non. En fait, c'est vrai que là, à ce moment-là, je me suis dit, si je cherche pas, personne cherche pour moi. Oui, en fait, c'est ça. Donc si je cherche pas, je vais rester sur mon canapé.
C'est vrai que moi je me suis rendu compte d'une chose assez tard dans la vie, c'est que personne viendra te sauver. Ouais. Tu es le maître de ta vie Ouais. et en fait si tu fais rien, il ne se passera rien. C'est ça. Et du coup, j'ai commencé une thérapie. Je suis allé prendre un peu des plantes, je t'avais dit, au Portugal. Parce que toi, c'était pas non seulement une recherche professionnelle, mais il y avait aussi de la recherche personnelle. C'est ça. En fait, moi, ce que je m'étais dit, j'ai eu l'intuition de me dire, il faut que j'arrive à trouver déjà ce que je veux faire dans ma vie perso, et ensuite, mon pro, il se calera sur ma vie perso. Ouais. Imaginons si dans la vie perso, j'ai envie d'aider les gens, il faut que je trouve un métier où je puisse aider les gens, et pas l'inverse. Avant, j'avais l'impression qu'il fallait, tu sais, quand on travaillait, il fallait développer ses compétences, toujours développer son perso pour le pro. Et voilà, je voulais faire l'inverse en fait. Je voulais essayer de trouver ma voie perso et après trouver mon pro. C'est vrai que moi, je lis pas mal de trucs sur l'entrepreneuriat, le business et tout, et il parle souvent de cette notion de il faut d'abord régler ses problèmes personnels avant de vouloir régler les problèmes dans un business ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, tout ce qui est personnel, ça va vachement impacter le reste. Et si tu as des choses à régler, il faut d'abord commencer par le personnel en fait. Bah, c'est ça. Donc je pense que tu as voulu... C'est ce que j'ai essayé de faire. Ok. Donc j'ai essayé de... En fait, j'ai essayé de... comment dire, déjà d'aller bien, de me sentir bien dans mon corps, de me sentir bien dans mon esprit. J'ai commencé une thérapie. J'ai essayé de savoir ce que j'aimais, donc mes centres d'intérêt. J'ai essayé des activités genre de la danse, du théâtre, des du trucs clown. que tu t'imaginais pas du tout. Ouais, vraiment. Je m'étais dit, jamais je pourrais danser, donc j'ai essayé de me lancer là-dedans. Ça s'est bien passé. Des conférences, des livres. Je suis même allé au Conseil de Paris, essayer de voir des votes de députés. Tu es vraiment sorti de ta zone de confort. Ouais, j'ai vraiment essayé de me dire, il faut que je teste pour voir si j'aime. En fait, j'avais jamais essayé pour voir si j'aimais. Donc j'ai comme si j'avais tout à reprendre en fait. En fait, tu t'es dit, ça potentiellement ça peut me plaire, je vais voir, je vais poser des questions, je vais essayer. Si ça me plaît pas, hop, je passe à autre chose et puis on verra. Et puis j'ai fait un bilan de compétences. Ça m'a pris 12 semaines. Et ça t'a aidé ? En fait, je pense que ça m'a aidé parce qu'ils te proposent plein de tests de personnalité, ils te proposent plein de mini-situations en fait, où tu dis je préfère ci, je préfère ça, je me verrais bien là-dedans ou là-dedans. Et finalement, tu commences à avoir une espèce de projet qui peut se dessiner ou non, quoi, ou des choses vraiment que t'aimes pas et des choses que t'aimes. Après, ça m'a pas aidé à déterminer exactement ce que je voulais faire, mais ça m'a au moins mis sur un chemin. Ouais, ça t'a mis dans la dynamique. Ça m'a un peu mis une dynamique quand même, parce qu'une fois par semaine, j'avais mon psy, une fois par semaine j'avais mon coach bilan de compétences qui m'a ramené à chaque fois là-dessus, donc à chaque fois j'essayais d'ouvrir des pistes. Et puis dans le bilan de compétences, il nous demandait d'appeler des gens. Donc à un moment donné tu passais des coups de fil à plein de gens au hasard, enfin pas au hasard mais... sur LinkedIn, imaginons j'étais intéressé par chef de projet, je cherchais un chef de projet, je l'appelais, 45 minutes, j'essayais de savoir son métier, j'avais appelé le père d'Eliott, ok. Pour essayer de... Et dans tout ça, est-ce que il y a eu, dans ta recherche personnelle ou professionnelle, c'est quoi les difficultés que tu as pu rencontrer ? Est-ce que tu as senti que tu faisais face à des difficultés ? Sauf que en fait, c'est plus les difficultés que tu avais l'habitude de surmonter avant dans le travail, quoi. Je pense que les difficultés, c'est de se rendre compte que c'est que moi qui choisissais, il n'y avait que moi qui étais acteur de ce que j'avais à faire. Et du coup, c'était un poids fort, je pense, de se rendre compte que c'était à moi de tout faire et en même temps de se rendre compte que c'est pas parce que je fais une fois de la danse que je suis passionné de la danse, quoi. Oui, bien sûr. Et qu'en fait, c'est un peu plus compliqué que juste essayer une fois. En fait, moi j'avais cette idée-là, je rêvais juste de découvrir une passion. J'adore l'écriture, ça y est, je vais devenir un grand écrivain. Tu t'es dit tu vas essayer un truc, ça va devenir ta passion. Exactement. Et voilà. Au final, c'est beaucoup plus doux et lent que ça. C'est que c'est un petit chemin qui se fait au fur et à mesure sur les choses. Pas du tout, c'est pas une révélation, c'est pas un coup de foudre. C'est quelque chose qui se fait sur la durée. Il faut laisser le temps aux choses et c'est comme ça que tu trouves un peu ta voie. Donc je pense que ce qui était dur, c'était d'accepter de traverser ces moments où c'est vraiment dans l'incertitude, quoi. Tu sais pas où tu vas et pour autant il faut continuer à chercher sans pour autant avoir de... Et t'as pas eu des moments un peu de doute ou d'anxiété en te disant putain mais j'arrive pas à trouver qu'est-ce que je vais faire, ça fait déjà on va dire 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, qu'est-ce qui se passe? Ou au contraire t'étais en mode putain je sens que j'avance, qu'il y a vraiment un développement et tout et que je suis sur la bonne voie et que je continue genre? Je pense que même encore maintenant je me dis mais qu'est-ce que je vais faire, quoi. Je pense que je suis toujours... En fait, t'as pas la réponse. J'ai pas la réponse. Mais est-ce que tu sens que tu vas dans le bon sens?
Je sens que je vais dans le bon sens. Pas forcément c'est ça que je vais faire dans la vie, mais je sais que je fais les efforts pour trouver ce que je vais faire dans la vie. En fait, c'est juste que j'arrive pas à imaginer là où je voudrais être, mais je sais que en moi, j'ai des bases de plus en plus solides. Ouais. Je sais que par exemple, la psychologie, la philosophie, ça m'intéresse. Ça, je sais que ça bougera jamais. Okay. Je sais que maintenant, ça, c'est une base solide sur laquelle je peux me reposer. Je sais que je veux pas être derrière un ordi. Ça, c'est un truc solide. Je sais que je vais être au contact de gens, tu vois. Et au fur et à mesure, c'est poser des bases solides sur lesquelles je peux m'appuyer. Et je pense que au fur et à mesure, ça va me permettre de dessiner un peu ce que je veux, mais j'ai pas d'idée figée et déjà déterminée de ce que je veux. Ouais. Ok. Ouais, moi, c'est pas du tout le même chemin, mais pour parler un peu de moi qui avait plus un plan derrière la tête, donc j'étais pas du tout dans la recherche de ce que je voulais faire, parce que moi je voulais faire la vidéo et tout ça, mais donc j'ai eu cette même phase au début de me créer une routine où j'étais là sur mon bureau à faire mon calendrier à la semaine avec des tâches, des choses, suivre des formations, tout ça. Donc au départ en fait j'étais vachement lancé, je me disais c'est bon, les choses s'avancent, tout va bien. Ouais. Et puis après j'ai eu une phase où c'était un peu plus en mode faudrait peut-être commencer à avoir des clients, avoir des trucs, parce qu'il a fallu quand même que je fasse toute la partie création d'entreprise, même si c'est facile dans l'entrepreneuriat, mais c'est un peu stressant au début. Quand tu connais pas, tu dis, t'as l'impression que c'est une montagne, au final après l'avoir fait, je me rends compte que ça va. Mais peu de temps après, je me suis rendu compte, en fait, maintenant, il va falloir trouver des clients, et c'est pas si simple que ça. Je me souviens que j'avais fait avec Pôle emploi, j'avais fait une formation sur l'entreprise, qui après coup, je n'ai pas trouvé ça très très pertinent. Mais la plus grande des difficultés que j'ai pu avoir, je pense, et qu'il est encore aujourd'hui, c'est tout ce qui est recherche de clients. Parce qu'en fait, quand tu trouves quelque chose que tu aimes, moi j'aime faire de la vidéo, donc j'ai réussi à me former assez facilement, à trouver ce professionnalisme pour pouvoir offrir ce service de façon professionnelle. Ça n'a pas été une difficulté pour moi, mais trouver des clients et aller les chercher, c'est quelque chose que je procrastine encore aujourd'hui. Et c'est quand même compliqué, parce qu'en fait, c'est pas parce que tu as un client aujourd'hui que tu l'as demain. Et en fait, tout le monde dit ouais, c'est trop bien, t'es entrepreneur, tu fais ce que tu veux, mais en fait, tu récupères tout ce stress de patron, on va dire, d'être sûr d'avoir du chiffre d'affaires tous les mois et qui te permettent de vivre. Mais si ça c'est un stress, est-ce que c'est le même stress en fait que tu avais avant quand tu travaillais? Est-ce qu'il est différent? Et s'il est différent, il est différent parce comment il est différent? Il est différent parce que quand tu stresses au travail, tu stresses parce que tu as la pression d'un supérieur. En fait, on te dit il faut que tu fasses ça pour ce jour-là, et en fait tu stresses de ne pas avoir le temps de le faire pour ce jour-là. Là où le stress d'aujourd'hui, c'est plus du stress, c'est un peu des angoisses en mode est-ce que je vais y arriver, est-ce qu'un jour j'aurai assez de clients pour vivre correctement, et c'est pas le même stress, je sais pas trop comment le décrire, mais en fait dans le travail c'était plus en mode dans la panique parce qu'il faut vite que tu fasses les choses. Là c'est plus un stress en mode tu sais pas que le futur n'est pas acquis. Je sais pas comment dire, là quand t'es employé, peut-être que tu feras des conneries, peut-être que tu rendras pas les choses en temps et en heure, mais ta paye tous les mois elle est là. Alors que là en fait tu sais pas si tu vas réussir à avoir suffisamment de projets pour ou que ça va se développer. Parce que tu vois, au final, c'est pas tellement avoir suffisamment de projets, c'est être sûr que tu sois en croissance. Parce que je me considère encore dans le début de ce projet. Et voilà, juste, t'as peur de pas avoir assez de clients. Et en fait, c'est un peu ma difficulté, là où il faut que je travaille aujourd'hui, je pense. Mais d'un côté, ce stress, peut-être qu'il doit être plus profond parce qu'il s'agit de ton histoire, et en même temps, peut-être qu'il est vécu différemment parce que c'est aussi l'excitation de ton projet, c'est l'aventure. Ouais, c'est tout. Enfin, je sais pas comment tu. C'est. En fait, t'as ce stress parce que aussi t'as les doutes qui reviennent forcément. Quand ça fait quand même 2 ans et demi. Après, il y a eu des choses qui sont passées entre temps qui ont fait que j'ai perdu un peu de temps en chemin, mais tu commences à avoir des doutes, tu sais pas, c'est juste ça. Mais sinon, moi, j'ai la chance d'avoir réussi à me donner une rigueur et une discipline qui m'ont permis d'avancer.
Donc j'arrive à me lever tôt, à faire des journées complètes, à pas rester sur le canapé à rien faire. Grâce au sport aussi, Ouais, c'est ça. Comment tu l'as trouvé ta discipline? Parce que tout le monde n'est pas discipliné. Ma discipline, en final, ça a été quelque chose qu'il a fallu travailler tous les jours parce qu'elle n'était pas là tout le temps. Ouais. Elle n'est pas arrivée du jour au lendemain, mais c'est comme on disait, c'est des petites choses que tu mets en place au quotidien, des petites routines qui, en fait, tu fais essayer des choses et il y a des choses que tu gardes, des choses que tu t'enlèves. Et en fait, tu trouves la meilleure routine possible. Mais au-delà de ça, il y a aussi le fait que en fait, la vie, c'est des cycles, c'est des vagues. Donc il va y avoir des moments où tu vas être dans un momentum, où tout va bien se passer, ça va être super, tu vas être hyper bien. Et après, des jours où ça va pas aller, des semaines où tu as l'impression que tu n'avances pas dans tes projets, que tu as plus de mal à te lever le matin. Mais ce qui est difficile, c'est... et moi, il y a une phrase qui me fait très mal, c'est... quand ton patron il te demande de te lever à 6h pour être au travail à 7h, tu le fais. Par contre, quand c'est toi qui te le demande, tu le fais pas tout le temps. Ouais. Et en fait, t'as un peu ce truc, putain, mais je suis une merde, genre... je respecte un mec alors que je me respecte pas moi-même. Ouais, je comprends. Et le fait de se dire je respecte quelqu'un et je me respecte pas moi-même, là, ça fait vraiment écho, je trouve, au fond de moi. Et ça me pousse souvent à me donner, à continuer. Ok. Du coup, pour ce qui est routine je sais plus ce que je voulais dire. J'étais perdu dans ma routine. Elle s'est développée au fur et à mesure du temps. Okay. Et en fait, il faut toujours... il y a quelque chose qui est important, je pense, quand on est tout seul comme on est aujourd'hui. C'est de toutes les semaines ou tous les mois, de façon à des degrés différents, c'est vraiment faire un bilan et prendre un pas de recul pour voir la situation un peu de l'extérieur. Ouais. Parce qu'il y a eu plusieurs fois où je me suis retrouvé dans des moments où j'ai la tête dans le guidon. Ouais. Et il y a plein de trucs que j'aimerais faire que je prends pas le temps de faire, ou j'ai l'impression de perdre du temps sur autre chose, et je me rends compte trop tard. Ok. Et en fait, je pense qu'il faut, dans ces moments-là, quand tu es en train de travailler sur toi-même, c'est vraiment prendre ce recul et te dire, ok, est-ce que j'ai fait les choses bien par rapport à ce que je voulais? Non. Qu'est-ce que je dois modifier? Ok, je dois modifier ça. Ok, on avance. Okay. Et en fait, je trouve que si tu fais pas cet effort de réflexion, à toujours te remettre en question, parce que au final, c'est pas parce que ce que tu voulais avant c'était ça qu'aujourd'hui c'est toujours ça. Ouais. Donc je trouve ça super important de toujours se remettre en question, se reposer les questions, de savoir ce qu'on veut, de savoir où on veut aller et savoir s'il y a des choses à modifier. Je sais pas si toi il y a quelque chose que tu fais régulièrement ou c'est un truc que tu fais naturellement au final. Je pense que maintenant je le fais naturellement. Ouais. Et je pense que c'était pas la même chose parce que moi au début je cherchais beaucoup de choses. Et puis à un moment donné j'ai postulé pour reprendre des études en philo. J'ai été pris. Et après je me suis lancé là-dedans et je me suis rendu compte que j'ai bien aimé. Alors attends, du coup, pour qu'on ait le fil conducteur, t'as décidé de reprendre tes études combien de temps après avoir démissionné? Et tu es dedans depuis quand? Juste avant que tu reprennes là-dessus. J'ai arrêté de travailler en fin d'année. Ouais. Ensuite j'ai passé 8 mois à pas rien faire, mais en tout cas... Ouais, dans les recherches que tu nous disais. Voilà, donc plein de choses. Ouais. Et ensuite, En fait, j'hésitais entre reprendre des études de philo et reprendre des études, une école de théâtre professionnelle. Ouais. J'avais fait un stage, donc j'étais pris entre les deux. Okay. Finalement, j'ai choisi la philo. Et du coup, j'ai repris en septembre dernier. Et donc là, ça fait 8 mois, pareil, que j'ai fait ma première... Ok, donc tu as repris en début d'année scolaire. Ouais. Mais c'était un peu moins d'un an, c'était 8 mois après. Okay. Donc ça fait 1 an et demi. Ouais, ça fait 1 an et demi. Et maintenant, là, ça fait du coup... t'as fini ta... J'ai fini la 2e année. T'as eu ta passerelle. J'ai eu une passerelle, ouais. Et t'as fini ta 2e année. Ouais. Ok, vas-y. Et par rapport à ta question, moi je pense que en permanence maintenant je me demande en fait ce que je veux faire. Ouais, carrément. Je suis tellement je suis tellement vacciné de ne pas avoir fait ce que je veux faire. Là, on l'a pas du tout fait pendant tout notre lycée, toutes nos études, machin, et maintenant on est constamment en train de se dire bon, ok, qu'est-ce qu'on fait? Mais je pense que quelquefois, il peut aussi avoir. Moi, j'ai peut-être le travers inverse, c'est que en permanence, je me demande, alors que quelquefois, il faut juste. Parfois, il faut aussi trust the process, aller dans le truc, aller jusqu'au bout avant de potentiellement changer. Et du coup, moi, maintenant, ce que je me dis, c'est qu'à chaque fois que. À la fin d'une année de philo, je suis en train de me demander est-ce que je veux continuer en philo, est-ce que je veux reprendre psycho en parallèle. Quand il y a des fins de semestre ou des fins d'année, je prends un gros... Ouais, c'est plus sur des longues distances, ça c'est écarté, donc fin de semestre, fin d'année, et pour être sûr que tu sois toujours sur le cap que tu cherches. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais comme en gros, tu as des
process qui sont en milieu d'année pour faire des passerelles, etc. En fait, tu as aussi au milieu du semestre. Donc, en fait, c'est un peu en permanence que je me demande ce que je veux vraiment faire. En fait, je me demande plus ce que je veux faire, maintenant je me demande ce que j'aime. Moi, j'essaie surtout de me focus sur toi toujours, sur tes envies, tes besoins. Mes envies, mes besoins, ce que je veux faire là tout de suite maintenant. Tant que je fais ce que j'aime maintenant, je me dis que ça m'amènera quelque part de... Et du coup, je sais, comme je t'ai demandé, je sais plus t'étais lancé sur quoi avant que je te demande quand est-ce que tu as commencé tes études. C'est ça que je voulais dire. Ok, pardon. C'était super. Et du coup là t'as passé ta L2, ça fait 1 an et demi que t'as démissionné, ça va bientôt faire 2 ans, enfin bientôt non, ça fait que 1 an et demi. Est-ce que pour l'instant, est-ce que t'as des regrets? Est-ce que t'es complètement en accord avec tes décisions, surtout la décision d'avoir démissionné? La décision d'avoir démissionné, Vas-y, non c'est bon. La décision d'avoir démissionné, j'ai jamais regretté une seule fois, vraiment. Je me suis pas levé un matin en me disant que ma vie était mieux avant. Ok. C'est comme si c'était une page qui se tournait. Maintenant, il y a de nouvelles difficultés, mais en tout cas, c'est celle-là que je vais affronter et c'est pas celle d'avant. Donc l'une de tes premières vraies décisions, au final, pour l'instant, c'est la bonne. Ouais, clairement. Non mais je suis d'accord parce que moi, c'est exactement pareil. Moi, ça fait même 2 ans et demi. Et ça fait 2 ans et demi et j'ai eu beaucoup de phases de down ou de doute où ça a un peu fait le yo-yo tout le temps. Mais à aucun moment, je me suis dit j'ai regretté. Ça a toujours été vraiment je sais que j'ai pris la bonne décision. Et des fois, c'est dur. Et qu'il faut garder le cap, mais je sais que c'est la bonne décision. Ouais, en fait, moi, c'est tellement la bonne que j'arrive même pas à la qualifier de bonne. C'est comme si... Oui, c'est naturel, quoi. Voilà, c'était ça. Comme tu dis, c'était ma première décision, et vu que c'est ma première décision, c'est bon, quoi. Ok, et du coup, ça a pas amené des peurs, cette décision, du fait de... en fait, t'as plus de revenus. T'as plus forcément ton logement. Moi, je sais que j'ai dû quitter mon logement quand j'ai démissionné. Donc est-ce que toi, t'avais des peurs vis-à-vis de tes ressources, vis-à-vis de ton cercle social, de ne pas pouvoir continuer à sortir autant que tu voulais? Je sais pas, après... C'est vrai que toi, t'avais un loyer à ce moment-là. Moi, j'étais déjà chez mon père, et chez mon père, je payais pas de loyer, ou du moins un petit loyer. Donc déjà, j'avais pas cette barrière-là. Et en plus, je suis retourné chez ma mère. Donc au début, je me disais que c'était pas très sympa de retourner chez ses parents. Mais au final, c'était pas si... grave que ça, finalement c'était quand même assez sympa de revenir. Ok. T'en as presque profité. De revoir vraiment sa famille, alors que ça faisait longtemps que. Et ça serait peut-être le dernier moment où je passais vraiment du temps avec ma mère et tout. Et niveau finance. Et niveau finance. T'as fait plus attention à tes dépenses, quoi. Ouais, plus attention à mes dépenses. Je suis pas très dépensier. Ce que je veux dire, c'est que t'es pas très dépensier de base. Et comme tu l'as dit, avec l'entreprise dans laquelle on travaillait, on a quand même mis de l'argent de côté. Donc ça a aidé. Ouais, moi c'est pareil. Donc j'ai dû quitter mon appartement. J'ai la chance d'avoir des parents qui m'accueillent les bras ouverts chez eux, où ça m'a vraiment conforté dans ma décision de démissionner et de quitter mon logement. Je savais que je pouvais y aller, c'est une safe place, que je pouvais développer mon projet dans des bonnes conditions. Donc ça, c'était vraiment, je les remercie du fond du cœur pour ça. Et au niveau des finances, pareil que toi, tu te restreins, tu demandes le RSA, c'est pas beaucoup, mais ça te permet au moins de faire le minimum. Et donc c'était des peurs, pas trop au final, parce que je savais qu'il fallait passer par là. C'est ça. Et je préfère prendre 3 pas de recul pour après regagner autant et faire quelque chose que j'aime plutôt que de continuer à gagner de l'argent sans raison, quoi. Ouais, c'est ça. Vraiment, c'était pas du tout, ça n'a pas du tout été une barrière pour moi à ce moment-là. Et j'ai juste un petit regret en fait. C'est pas vraiment un regret parce que je pense que sur le moment j'aurais pas pu le faire autrement parce que j'étais trop le nez dans le guidon. C'est que je pense que comme toi j'aurais dû essayer en fait de demander une rupture conventionnelle. Parce que, et même je me suis rendu compte qu'en parlant avec des gens, tu peux négocier en fait un départ. Tu peux négocier et t'as rien à perdre en fait. Tu vas voir ton boss, tu demandes. Et s'il veut bien, tant mieux. S'il veut pas, c'est la vie, quoi. Parce que ça fait tellement la différence de l'avoir après. Chômage entre le RSA et ton chômage, surtout que t'as 2 ans où tu peux faire ton projet, ça fait une sacrée différence. Donc je pense que si j'avais un conseil, c'est peut-être réussir à prendre un peu de recul et de faire ça. Moi je suis d'accord avec toi, si je devais donner un conseil, il y a des gens qui seront très fermés, mais il y a des gens qui seront ouverts et qui accepteront votre projet. Et même s'ils n'ont pas l'habitude de faire des ruptures conventionnelles, peut-être que vous serez le cas qui le feront. Donc n'ayez pas peur, je sais que c'est un peu difficile à demander, mais allez-y. Donc toi, tu as pu rendre cette transition possible
comme tu disais, de retourner chez ta mère. Ouais. Qui, pareil, comme moi, tu pouvais y retourner sans problème. Ouais, c'est ça. T'étais accepté là-bas. J'étais accepté là-bas. Et ça je vivais dans le salon, mais bon, c'était pas très grave. Tu savais j'avais que un appart sans problème pour vivre. Ouais. Et aujourd'hui, là, ce qu'on a noté une question qui est intéressante, je trouve, c'est comment on perçoit le monde d'avant. Ouais. Donc, on en a déjà un peu parlé avant, c'est tout ce qui est le monde du travail. Ouais. L'entreprise, la structure, la hiérarchie. Je sais que toi tu as un avis assez tranché dessus, donc ouais. Je te laisse un peu dire ton avis sur... Je sais que, alors, il faut pas du tout blâmer le monde de l'entreprise. Je pense que ça convient à énormément de gens parce que c'est très sécuritaire. Il y a une sécurité de l'emploi. C'est des conditions qui sont très bien pour certaines personnes, mais ça convient pas à d'autres, ouais. Notamment à nous, je pense. Donc, toi, qu'est-ce que tu en penses de ça ? Moi, en fait, j'ai pas du tout envie d'y retourner, en fait. Dans ce monde d'avant, maintenant, en fait, j'ai l'impression que la vie est tellement belle. En même temps, c'est vrai que j'ai repris des études, donc j'ai une activité, mais le fait de faire quelque chose qui me plaît, de me concentrer sur mon bien-être, d'être dans le présent, d'être... Et tu sens que ça joue énormément sur ton bien-être. Ça joue énormément. Et je vois tous mes collègues, en fait, qui étaient mes chefs, par exemple, avant, qui sont toujours dans le même métier que moi. Et en fait, je me rends compte qu'ils souffrent, en fait. Ouais. Qui perdent leur vie, en fait, à travailler pour quelqu'un d'autre. Surtout que nous, dans notre milieu, on a entendu... Enfin, moi, personnellement, j'ai entendu énormément d'histoires de vie de famille horribles, de mecs qui sont en dépression, de trucs. Ouais. Tu te dis, mais qu'est-ce que vous faites, quoi ? C'est ça. En fait... Ah si, moi ce qui me frappe, c'est que là j'ai arrêté de travailler depuis 1 an et demi. Et depuis 1 an et demi, j'ai l'impression d'avoir vécu 1 an et demi en fait. Ouais. J'ai l'impression de vraiment... Il s'est passé des choses, quoi. Il s'est passé des choses. Ouais. J'ai avancé personnellement, professionnellement, enfin j'ai avancé dans ma vie en fait, j'ai vraiment vécu. Alors que mes 3 ans dans l'ancienne entreprise, j'ai l'impression qu'ils sont passés, mais... C'est un compteur qui a défilé et t'as rien avancé. Il s'est rien passé. J'ai juste, comme tu dis, sacrifié une partie de mon temps pour une entreprise. Je suis d'accord. Donc peut-être que c'est aussi la taille de l'entreprise dans laquelle on travaillait. Je pense que nous, on n'est pas les bonnes personnes pour juger parce qu'on a vécu que dans un grand groupe. Ah. Et peut-être qu'il y a des startups où ça se passe très bien ou d'autres grands groupes où ça se passe très bien, et j'en suis sûr. Mais c'est vrai que moi aujourd'hui, le monde dans l'entreprise, je pense que ça m'angoisse presque. Ouais, tu vois, les machines à café, les secteurs, les machins, les trucs, je peux plus. Les réunions à rallonge, les réunions qui servent à rien. Ouais. Donc je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Clairement. Donc c'est plus difficile, c'est 2 situations différentes. On a notre liberté, on a nos responsabilités aujourd'hui, mais il faut faire ses choix en fonction de ce qu'on a envie dans la vie, je pense, tout simplement. Et est-ce que par rapport à quand tu as quitté l'entreprise, tu avais une idée de ce que tu recherchais ? T'avais une... Alors oui, Est-ce que tu as eu l'impression de trouver ce que tu recherchais ? Je l'ai pas encore. D'être sur le chemin, en tout cas. Alors moi, je pense que je suis sur la bonne voie, parce que j'essaye de me recentrer vers mes objectifs. Mais moi, ce que je vis, c'est d'être libre. Mais je cherche pas forcément à être le plus riche du monde, je cherche juste à faire quelque chose qui me plaît et qui me permette de vivre dans les conditions que je veux. Donc c'est-à-dire pouvoir faire mon emploi du temps, pouvoir me bouger quand j'ai envie de bouger. En fait, d'avoir cette liberté de choix dans tout ce que je fais. Et à côté de ça, forcément faire quelque chose qui me plaît. Ouais. Donc c'est quelque chose que je recherche, c'est toujours ce que je recherche. Après, je pense que ce que j'imaginais et ce qu'on vit, c'est forcément différent. Ouais. J'ai du mal à faire... je saurais pas dire exactement c'était quoi parce que ça commence à faire un moment. Ouais. Mais aujourd'hui, je sais que la situation que je vis actuellement et ce que je recherche, ça sera pas forcément ce que je chercherai dans quelques années. Okay. Je pense que je serai constamment dans une recherche ou un développement à vouloir trouver ce qui me plaît le plus. Et puis même, je pense que tu as aussi ce côté où tu n'as pas envie de faire toujours la même chose. Ouais. Moi, j'aime bien découvrir des choses, aller un peu hors de ma zone de confort, tester des trucs. Et voilà, alors qu'avant, je m'étais dit, je ferais ça et c'est tout. Donc, je vis un peu, pas au jour le jour, mais je sais où je vais et je suis confiant dans mes décisions aujourd'hui. Je sais que maintenant c'est moi qui prends les décisions et il y a un truc qui m'anime beaucoup, c'est que je suis l'unique responsable de mes décisions et de ma vie. S'il arrive des choses dans ma vie, c'est moi le responsable. À part si c'est des choses que je peux pas contrôler. Ouais. Mais pour moi, je pars du principe que tout ce que tu peux contrôler, c'est toi qui es responsable.
Donc si tu décides de rester dans ton canapé à rien faire, bah, c'est toi le responsable. Si tu décides d'aller au sport tous les jours, c'est toi le responsable. Donc que ce soit dans le bien ou dans le mal, on est les uniques responsables de notre vie et il faut se tenir content de ça. Enfin, dans ce sens-là, je veux dire. Ouais, ok. Je sais pas, enfin, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé en tout cas. Okay. C'est depuis que j'ai quitté mon travail. Okay. Parce que je parle de ça aussi parce que je pense que 6 mois avant de démissionner, je me suis mis à fond dans le développement personnel. Ouais. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé sur plein d'aspects. Et aujourd'hui, il y a des phrases ou des trucs qui restent et qui font vachement sens et ça te guide un peu dans la vie. C'est un peu tes chakras perso. Je vois. Donc ouais, on voulait un peu parler de l'analyse entre la situation et le retour sur l'expérience aujourd'hui. Ouais. Moi, en fait, tu sais pas trop comment ça va se passer une fois que tu as démissionné. Ouais. Tu sais que tu vas faire des choses, mais tu peux pas dire ouais, je pense que ça va se passer comme ça. Tant que tu l'as pas vécu, tu sais pas. Mais j'ai pas l'impression que ça a énormément changé. Peut-être que c'est une évolution pour moi. Il n'y a pas eu de changement entre les mois qui ont suivi ma démission et les derniers mois que j'ai vécu. Je sais pas si toi, entre les premiers mois après ta démission et maintenant, tu sens qu'il y a une vraie différence ou tu sens que c'est plus l'évolution de tout ce que tu as vécu. Moi, je sens qu'il y a une vraie différence, ouais. Ouais. Tu sens qu'il y a eu des changements, des décisions, des trucs qui ont fait que tu t'attendais à faire ça et au final, c'est pas du tout ce que tu fais. En fait, je pense que quand j'ai démissionné, je rêvais beaucoup en fait. J'imaginais qu'après j'allais faire ci ou que j'avais des idées ou que je voulais ça en fait. Je me suis rendu compte que avant mes désirs ou mes rêves, c'était pas les miens en fait. C'était juste ceux des gens de l'entreprise qui veulent progresser, qui veulent. Faut s'arrêter. Ouais, c'est pas grave. Je vais relancer juste après dès que tu finis. Le désir de gens, enfin de vouloir monter, avoir des promotions, etc., etc. Ouais. Et au final, prendre du temps pour soi, je me suis rendu compte que tout ça c'est parti. Et que les miens commencent à s'exprimer un peu plus librement, doucement, et donc en fait je suis plus du tout inquiet par rapport à ça, je suis juste dans un truc beaucoup plus calme et beaucoup plus de bien-être en fait avec moi. Ouais, c'est intéressant. Moi je pense que si j'avais un truc à dire... Vas-y, je te laisse, je regardais les notes, mais si t'as des trucs, je t'écoute. Ouais, parce que je l'ai aussi lu dans les notes. Mais ça serait de dire que je pense qu'à l'époque, quand je souffrais, en vrai, quand je travaillais, j'utilise le mot souffrance, c'est peut-être un peu fort, mais c'était juste que j'allais pas très bien quand je travaillais. Ouais. C'était dur. Je pense que j'aurais bien aimé qu'il y ait quelqu'un qui me dise que c'est ok de ressentir ce que je ressens, en fait, que c'est normal de ressentir ça, et que c'est pas à moi de changer pour l'autre, pour un monde, et qu'en fait c'est juste que je suis pas à ma bonne place, et que toutes ces émotions-là, faut les écouter, et que ça va forcément m'amener sur du mieux, en fait. Et que c'est pas moi forcément à me changer intérieurement et ça, c'est quelque chose que tu as trouvé tout seul ou c'est avec tes thérapies Je pense que la thérapie... Ou la lecture ou je sais pas. C'est un ensemble. Je pense que c'est prendre du temps pour soi. Je pense que faire quelque chose qu'on aime, ça aide énormément. Ouais. T'as vraiment l'impression, tu te dis putain, mais en fait c'est ma place, en fait, je suis au bon endroit. Et puis les thérapies, c'est sûr que ça aide énormément à se trouver, ouais. Ok. Clairement. C'est vrai que moi j'ai jamais fait de thérapie, j'aimerais bien essayer un jour, mais comme je lis beaucoup de livres de développement personnel, et ben j'ai vachement d'idées qui arrivent, et qu'il y en a que je prends et d'autres que je prends pas, parce qu'avant j'écoutais ça de façon, enfin je lisais ou j'écoutais, que ce soit des vidéos ou des livres, où au départ tu bois un peu tout ce qu'on te raconte, et maintenant je suis beaucoup plus dans l'esprit critique à essayer de prendre du recul sur les propos, et je viens piocher ce qui me fait sens pour moi et ce qui m'aide au quotidien. Donc c'est pas vraiment une thérapie avec un professionnel, mais aujourd'hui ça m'aide pas mal quand même, les livres, alors qu'avant j'étais pas du tout un lecteur, et maintenant j'essaie de lire régulièrement, et il y a beaucoup de livres qui m'ont beaucoup aidé, je pense, sur toute cette période-là. On a fait pas mal le tour. Je regarde si on avait des sujets qu'on voulait un peu donner. Non, écoute, je pense qu'on va pouvoir passer à la conclusion. Donc
Donc on fait juste un bilan sur toute cette expérience. Moi j'aimerais savoir aujourd'hui comment tu te sens, si tu te sens en accord avec toi-même. Les regrets, on en a déjà parlé, mais comment tu te sens aujourd'hui et qu'est-ce que tu envisages pour ton futur proche et même long terme? Comment je me sens? Je pense que je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calme qu'avant. Je pense que je suis beaucoup moins dans des rêves de promotion, dans des rêves de grandeur, et je suis beaucoup plus sur des aspects plus simples, mais de savoir est-ce que j'aime ce que je suis en train de faire, tout simplement, là, maintenant, tout de suite. Et si je le fais maintenant et je le fais dans une semaine, puis encore une semaine, et puis encore une semaine. En fait, tu t'écoutes beaucoup plus qu'avant, quoi. Ouais, clairement. Tu écoutes ton corps, tes émotions, tes envies, et tu les suis. C'est ça. Et ensuite, comment j'imagine la suite? Le truc, c'est que je sais toujours pas ce que je veux faire après dans la pratique. Donc, en fait, ce qui m'angoissait le plus quand je travaillais, c'était le fait d'être 40 ans dans une boîte, de route tout tracée. Et là, je fais l'inverse, c'est-à-dire de me dire que c'est comme si la vie était juste... c'était des petites pages que des embranchements, des routes à chaque fois, là ou là, et c'est des décisions à chaque fois, des petites décisions. Et il n'y a pas quand même les études que tu entreprends qui te guident un peu sur une ligne directrice ou c'est vraiment parce que ça te passionne et que tu as envie d'aller dessus et peut-être que ça débouchera sur quelque chose? En fait, les deux études, c'est philo et psycho. Philo, c'est la route un peu, c'est prof, mais j'ai pas envie d'être prof. Et psycho, c'est psy, je suis pas sûr de vouloir être psy non plus. Peut-être qu'il y aura d'autres choses. Il y aura d'autres choses, mais justement, c'est de me dire que là, j'essaye pas de viser la fin, j'essaye surtout de me dire, ok, là, est-ce que ce que j'étudie maintenant, ça me plaît? Oui, ça me passionne. Bon, je continue. Donc, tu essaies d'apprendre sur des sujets que t'aimes. C'est ça. Pour l'instant, je suis dans ce mood. Et peut-être qu'à un moment donné, mon désir, il m'emmènera autre part. Et j'espère que je le suivrai à ce moment-là. Et pour la suite, est-ce que pour l'instant, donc tu vas commencer la psycho là, en parallèle des études de philo? Je pense, pour l'instant, tu te focalises à 100% sur les études ou tu essaies de faire des choses à côté? Donc tu as toujours ce développement personnel, ta thérapie, tout ça qui est à côté. Mais est-ce qu'il y a d'autres points que tu travailles, je sais pas, des projets ou pour l'instant tu restes sur ça et tu vois où ça t'amène? En fait, l'avantage c'est que j'ai essayé énormément de choses. J'ai essayé pas mal de choses. Et ce qui fait, c'est que maintenant je suis plus dans le rêve de me dire il faut que je parte là-bas et là je vais trouver mon bonheur. Ou alors il faut que j'essaye ça. Parce qu'en fait j'ai déjà essayé. J'ai pas tout essayé, mais je sais que ce truc-là, il m'amène pas à un endroit que j'aime. Donc en fait, je fais quasiment que faire de la philo ou de la psycho. Parce qu'en fait, c'est ce que j'aime faire. Donc juste et être avec les gens que j'aime. Et voilà. D'accord. Donc ça t'amène encore sur quelques années d'études. Pour l'instant, tu te sens bien normalement 3-4 ans. Voilà. Et puis. Et tu verras. En fait, je veux pas croire que si on aime ce qu'on fait, à un moment donné, on arrive à un endroit où on n'aime pas ce qu'on fait. En tout cas, j'ai envie de croire que ça m'amènera. En tout cas, aujourd'hui, tu es dans cet état d'esprit. Ouais, c'est ça. Ok. Et toi? Moi, je suis... donc, pour faire un point sur ma situation, donc je suis à mon compte. J'ai pas mal de projets en cours en vidéo et en photo, et notamment dans le monde du bâtiment, parce que j'ai des collègues, des amis qui ont besoin d'images pour leur société. C'est pas quelque chose dans lequel j'ai envie de m'enfermer. Mais aujourd'hui, ça m'apporte quand même une source de revenus assez récurrent, qui commence à augmenter petit à petit. Donc, en fait, je me prouve qu'il y a quelque chose qui est possible. Je pense pas que je ferai ça pour toujours. C'est pas quelque chose qui va me passionner, je pense, à toute ma vie. Mais ça me prouve que tout est possible. Je pense que je resterai dans le monde de l'audiovisuel parce que j'adore ça, que ce soit la musique, la vidéo, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'essaye de faire des podcasts parce que ça relie un peu les deux, et en plus j'ai envie de parler de sujets qui me passionnent, je pense, et de le partager avec les gens. J'ai beaucoup ce truc de vouloir aussi aider les autres en fait, le fait d'avoir vécu ce truc, d'être enfermé dans un système qui me plaît pas, et j'ai envie d'aider les autres à en sortir. Donc en fait, avec ce podcast, il y a un peu cet effet-là où même quand je discute avec des gens qui me disent qu'ils sont pas à l'aise dans leur métier, j'ai tout de suite envie de leur parler, de leur expliquer qu'il y a plein de choses à faire. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai envie de développer aussi par la suite. Et sinon, j'aimerais beaucoup réussir à me digitaliser à 100%.
Ok. Donc ça impliquerait de plus faire de tournage ou faire une autre activité pour vraiment avoir je recherche un peu cette liberté sur tous les points, et il y a la liberté géographique que je recherche beaucoup. Ok. Où je me dis que j'ai mon ordi, et si je pars un mois dans le sud, dans ma famille, et ben je bosse et ça m'impacte pas, ou je dois pas être sur Paris tout le temps. Ok. En fait, je pense que j'ai un rêve, ça serait d'avoir ma maison à Paris, parce que j'ai presque toute ma famille et mes amis qui sont là-bas, et pouvoir la moitié de l'année, pas 6 mois d'un coup, mais genre l'équivalent en semaine ou en mois, pouvoir aller où je veux et pas Ok. rester enfermé dans un endroit. Et quand tu dis digitaliser, c'est travailler. C'est travailler depuis un ordinateur, quoi. D'accord. Que tout ton. Que en gros, j'ai pas besoin de me déplacer pour avoir du chiffre d'affaires. Ok. En gros, c'est un peu ça. J'ai pas d'idée précise encore aujourd'hui. Je sais que c'est vers là que je veux aller. Ok. Et c'est pour ça que je continue à faire de la recherche, à regarder des formations, un peu à parler avec d'autres gens. Ok. Mais je pense que c'est vers ça que je vais me tourner. Mais là, le fait d'avoir fait ce podcast et celui d'hier, je me rends compte que ça me plaît quand même pas mal. Ouais. Et je me dis pourquoi pas continuer à le faire. Bah ouais. C'est des moments qui sont sympas avec ouais. des gens que j'apprécie. Donc si ça peut aider d'autres gens, même si c'est pas quelque chose que je fais professionnellement par la suite, moi c'est un truc que tu fais par plaisir en fait. Ouais, ok. Donc voilà, c'est comme ça que je pense que j'imagine la suite. J'ai pas trop de vision très long terme. J'essaie de faire un peu. J'essaie quand même d'allonger ma vision pour pas être au jour le jour et à chaque fois me dire putain merde, j'aurais pas dû faire ça. Ouais. C'est pour ça que je te disais que toutes les semaines ou tous les mois j'essaie de refaire des points sur moi-même et de remettre un peu, pas remettre en question, c'est pas le bon mot je trouve, mais de m'assurer que tout va bien. Mais aujourd'hui je suis trop heureux dans ma vie parce que en fait je fais ce que je veux et c'est ce que je recherche. Bah content pour toi. Ouais. Trop bien. Voilà, je sais pas si t'avais d'autres choses à ajouter. Je crois pas, non. Pas particulièrement. Enfin, juste que. Peut-être que t'encourages les autres à aussi, parce que je pense que t'es comme moi à vouloir montrer aux autres qu'il y a d'autres choses qui sont possibles de faire. Ouais, moi en tout cas, c'est que je pensais jamais qu'on pouvait faire quelque chose qu'on aimait et que en plus, moi en tout cas, j'avais la chance d'être dans une famille un peu aisée, donc de pas être limité à chaque fois par les questions financières et donc de pouvoir faire des choses qui me plaisent, juste de pouvoir faire ça et de choisir le plaisir plutôt que quelque chose qui nous fait pas plaisir, c'est génial en fait. Ouais, ok. Ouais, c'est trop bien. En tout cas, c'était un plaisir de faire ce podcast avec toi. Ouais, pareil. Ça faisait longtemps qu'on voulait le faire. Ouais, c'est vrai. Je suis très content de l'avoir fait et je pense qu'on avait déjà d'autres idées la dernière fois, donc il y a de grandes chances qu'on en refasse un. Moi, j'encourage tout le monde à suivre, c'est pas suivre ses rêves, mais s'écouter surtout. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous avez des gens autour de vous, même nous, si vous voulez nous demander, ça sera avec plaisir. Ouais. Et puis on se retrouve une prochaine fois pour un nouveau podcast. Allez, salut, merci Ciao. Lucas. Merci.